des grosses quiz. Ça change, hein? Ben oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de faire un focus sur l'haltérophilie avec Louis de PowerCamp. Nous parlerons notamment de la formation des coachs dans cette discipline, les do's et les don'ts en termes de programmation, notamment pour les crossfitters, et nous terminerons sur un petit « Est-ce que tu préfères ?», histoire de finir en beauté. Bon, salut Louis, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Écoute, sans transition, je vais commencer par te poser ma question favorite. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et nous parler un petit peu de ta salle PowerCamp? Pas de problème. Déjà, merci Cyrielle de me donner la parole. Du coup, je vais faire une présentation pro d'un côté et sportive, parce que même si c'est pas mon niveau sportif qui est intéressant, ça me permet de montrer un petit peu comment j'ai évolué avant d'arriver à l'haltéro. Au niveau pro, en gros, j'ai fait une école de commerce avec les deux personnes avec qui j'ai monté la salle PowerCamp. Et en fait, sans transition, on s'est orienté vers le sport. On a passé le BP à l'époque juste pour avoir le droit de coacher. On a monté notre structure, donc directement à la sortie d'école, la salle PowerCamp. Et niveau sportif, je viens de plutôt multisport. J'ai fait un petit peu tous les sports. J'ai fait de la natation, de la course. Au début, c'était vraiment du fond, du demi-fond. Et je me suis orienté vers les sports de force assez tôt. Vers 16-17 ans, j'ai commencé la muscu. Je me suis mis ensuite à la force athlétique. Et après, j'ai dérivé vers un sport qui était beaucoup plus intéressant que la force athlétique, du coup l'haltéro, que je coach maintenant depuis 4 ans, donc la PowerCamp et avant en salle d'haltéro. Et il fallait que je présente ma salle aussi, c'est ça? Du coup, à PowerCamp, c'est pas une salle uniquement haltérophilie, contrairement à ce que les gens pensent sur les réseaux. On est une box de CrossFit à proprement parler. Après, la particularité, c'est qu'on a vraiment 2 salles dans la structure. Une salle qui est plus axée CrossFit et gymnastique, où on a des tapis de sol pour faire de la gymnastique parce qu'on a un coach spécialiste gymnastique, et une autre salle qui est uniquement haltérophilie. Donc la renommée entre guillemets qu'a eu la salle, c'était plus par la salle haltérophilie, parce que toutes les vidéos qui sont parues sur YouTube, c'était haltéro. Les vidéos qu'on a pu faire avec All Things Gym, la grosse chaîne d'haltéro, c'était sur l'haltéro. Et on a eu la chance d'avoir des haltéros de bon niveau qui sont entraînés pendant un moment à la salle, notamment Benjamin Hennequin et Rodon Manouchi, qui ont du coup permis un petit peu à faire connaître la salle. Ouais, oui, de très très bon niveau même, ouais, effectivement. Parmi les meilleurs français, ouais, c'est vrai que ça a aidé un peu. Ouais, c'est des mecs qui font toujours régulièrement. Donc c'est super sympa de les avoir quand tu es athlète, parce que tu as des mecs qui font partie des meilleurs sportifs de ton sport dans ta salle. Et même moi en tant que coach, j'ai pu partager pendant 2-3 ans avec eux toute leur expérience en tant qu'athlète et leur expérience aussi en tant que coach, parce que c'est des mecs qui font des séminaires, qui coachent pas mal, donc ça a pu m'apporter aussi énormément. D'accord. Et tu parlais donc du coup de votre parcours à tous les trois en école de commerce. Comment ça vous est venu cette idée d'ouvrir, ou cette envie vraiment d'ouvrir une structure qui soit donc, j'ai compris, qui n'est pas entièrement haltéro, mais qui est aussi CrossFit, et en gros, quelles sont les différences que tu vois entre la gestion d'une salle associative et une salle privée? Mais déjà, l'envie d'ouvrir une structure, c'est parce qu'on était tous les trois hyper intéressés par l'entrepreneuriat. Et après, une structure dans le sport parce qu'on était tous les trois sportifs. Donc il y a Marin qui, lui, venait de la force, moi qui étais déjà ciblé haltéro à fond, et Robin qui était gymnastique. Et en fait, on avait pu voir des box de CrossFit. À l'époque, le CrossFit, c'était pas non plus hyper vieux en France. On avait pu voir des box de CrossFit qui fonctionnaient avec les 3 sports, mais les 3 sports n'étaient pas spécialement bien coachés. En fait, c'était un micmac des 3 sports, mais ça posait un peu problème. Et en plus, on venait de disciplines qui étaient très critiques vis-à-vis du CrossFit. Et les critiques principales, c'était en gros, ma discipline est mal faite par les crossfitters. Donc nous, on s'était dit avec nos profils spécialistes, entre guillemets, on va débarquer dans le CrossFit et on va présenter une structure en fait qui propose les sports chacun individuellement de manière spécifique et pas spécialement les mélanger. Ce qui était un peu une connerie au départ, parce que quand on a monté la boxe, on n'était pas CrossFit, justement, on proposait des cours de cross-training, parce que pour nous, c'était à peu près la même chose, parce qu'on était des cons qui n'avaient pas trop mis les pieds dans le CrossFit, et on s'est rendu compte ensuite, en fait, que c'était complètement différent et que les crossfitters ne voulaient pas faire de cross-training, ils ne voulaient pas être affiliés au cross-training. Donc la salle, au bout d'un an, on l'a affilié CrossFit,
parce qu'il n'y a pas d'argent qui est rentré, on n'avait quasiment pas de crossfitters. En fait, on avait des forceux et des haltéros, c'est tout. Et le jour où on a mis l'affiliation CrossFit, le nombre d'adhérents a explosé, donc on s'est rendu compte qu'on aurait dû directement se caler là-dessus. Après, on ne regrette pas non plus, parce que c'est le fait d'avoir commencé comme ça qui nous a donné un peu l'image justement de spécialistes dans les différentes disciplines. Donc ça nous a permis, dès le départ, de pouvoir nous vraiment montrer qu'en fait, on avait un côté haltéro, un côté force, un côté gym. Même si aujourd'hui, on les mélange les trois et qu'on fait du CrossFit. Et d'ailleurs, notre vision du CrossFit a bien changé, parce que sur les trois, il y a Marin qui le pratique beaucoup. Et moi qui pouvais tailler pas mal le CrossFit il y a 4-5 ans, j'ai plus du tout le même regard vis-à-vis de ce sport aujourd'hui. Ouais, bah c'est un sport, comme tu disais, qui, quand vous avez ouvert, a encore vachement évolué en France. Et moi, j'ai presque l'impression qu'il y a des CrossFit, tu vois. Selon là où, dans quelle salle tu le pratiques, quel est l'esprit, quelle est aussi la personnalité des coachs ou leur vision de l'entraînement, tu peux avoir des similitudes et des choses vraiment profondément différentes, quoi. Ah ouais, c'est évident. T'as certaines salles qui a pris le nom CrossFit, mais par contre les coachs ne viennent pas du CrossFit et du coup ce qu'ils font n'est pas du tout dans l'idée CrossFit. Et après, je pense qu'on va en parler de toute façon plus tard, mais tu as des coachs qui sont très loin d'être très performants dans les disciplines qu'ils coachent. Et après, ça finit en vidéo gym fail sur Internet et du, ça donne du contenu pour les gens qui veulent tailler le CrossFit en disant c'est un sport de merde parce que dans une box c'est mal coaché et du coup t'as trois mecs qui font n'importe quoi. Hmm. Bah, tu vois, moi, pareil, quand j'ai ouvert ma salle et que j'ai commencé à coacher, on nous disait beaucoup ça. Et je me souviens que, moi, une réflexion qu'on nous a pas mal faite, parce qu'on venait du monde du fitness, c'est vous venez pas du CrossFit. Et je me disais, bah attends, le CrossFit, c'est arrivé, je sais pas, en 2013, 2014, vraiment en France, enfin, avec un nombre de salles qui a commencé à augmenter à partir de ces années-là. Personne n'était né crossfitter, tu vois. Enfin, je veux dire, tous les coachs qui étaient coachs avant ça, ils faisaient du small group, ils faisaient du fitness, ou ils avaient des brevets pro dans une discipline en particulier. Donc, il n'y avait pas vraiment de coach CrossFit. Les coachs CrossFit sont devenus des coachs CrossFit quand des coachs ont commencé à faire du CrossFit. Donc, je trouve que c'est toujours un peu bizarre, quoi, d'avoir cette réflexion-là, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, les coachs, on va dire, qui viennent du CrossFit, ça voudrait dire par définition que ce seraient des gens qui faisaient pas de sport ou qui n'étaient pas coach avant et qui le sont devenus parce qu'en tant que pratiquants, ils se sont pris au jeu et ils ont voulu passer un diplôme. N'empêche que ça n'enlève pas que les coachs qui étaient déjà coachs 10 ans avant de devenir des coachs CrossFit, ils ont quand même accumulé de la compétence, quoi, et du savoir-faire dans d'autres disciplines. Donc c'est ça qui est hyper intéressant aussi, quoi. Ouais, je suis bien d'accord, mais de toute façon c'est un reproche qui nous est toujours fait. En fait, les gens vont dire, enfin, on peut avoir des critiques d'autres box qui vont dire à Bordeaux, Power Camp c'est pas des crossfitters justement parce qu'on vient de ces disciplines-là. Alors que Robin, par exemple, qui est celui qui coach le plus le CrossFit, il a son level 1, il a passé ses formations en gymnastique, il a fait CrossFit Kids ou autre. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu as dans certaines justement salles de fitness, pour avoir l'affiliation CrossFit, tu as un coach qui a passé le level 1, alors que le mec n'a jamais pratiqué spécialement le CrossFit. Et je sais pas si toi tu as le level 1, mais tu sais que t'as pas besoin d'être hyper calé pour passer justement l'assertif. Ouais, moi je l'ai effectivement. Après, il me semble, pour en avoir discuté justement avec Daniel il y a peu sur un podcast précédent, que les contrôles justement là-dessus de CrossFit au niveau de l'affiliation sont devenus de plus en plus secs, on va dire. C'est un peu plus sévère pour justement éviter ça, que les salles de fitness où t'es juste, voilà, t'as ton level 1, mais t'as a priori pas forcément la salle adaptée, ni même le public adapté, ni même vraiment l'envie de mettre en place un fonctionnement type CrossFit. Je pense qu'a priori ça arrive de moins en moins. Ah bah, c'est ce que je veux dire, Euh, parce que justement, c'est ce qu'on attend d'une marque qui franchise comme CrossFit, ça va être permettre de donner gage de qualité justement dans la salle. Si tu vois écrit CrossFit, il faut que tu puisses te dire je sais à quoi m'attendre et ça va pas être du cross-training déguisé, quoi. ouais, mais par rapport à ce que tu disais, je pense que le vrai truc, c'est que les gens d'autres salles qui disent, je sais pas, par exemple à Power Camp, ils font pas du vrai CrossFit, ça sous-entend un petit peu, on connaît pas de compétiteurs de Power Camp par exemple. Ou alors les coachs ou le coach qui enseigne le CrossFit, c'est pas un compétiteur. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que une salle de CrossFit, elle a du crédit presque parce qu'il y a des espèces de stars du CrossFit ou parce que ça fait un peu l'usine à champions.
c'est cette image un peu bourrine qui est pas du tout vraie en fait, parce que dans la plupart des salles de CrossFit, il n'y a pas forcément que des gars qui font de la compète, heureusement. Et d'ailleurs, la grande majorité des gens ne font même pas de compète, quoi. Ouais, mais ça va être un peu de ma faute aussi à PowerCamp, parce que si je vois des mecs ou des filles qui ont des super potentiels, qui sont des très bons compétiteurs en CrossFit et que je vois qu'ils ont du potentiel en haltéro, je les récupère, ça devient des haltéros. Donc, on peut m'engueuler à cause de ça. Alors là, c'est un débat, c'est un grand débat. Mais est-ce que les nouveaux haltéros sont pas les anciens crossfitters? Enfin, ça, on en parlera probablement après. Je vais revenir sur ta formation, du coup. Enfin, sur vraiment un bloc de questions formation, pardon. Donc, pour toi, quelle est la meilleure façon d'apprendre l'haltéro quand on débute? Quand on débute. Alors, je sais qu'il y en a qui ont appris tout seul et pour qui ça a très bien fonctionné. Tu apprends avec des tutos sur Internet en te filmant ou autre. Après, de mon expérience, c'est très galère quand même. Il faut avoir une belle conscience corporelle, il faut savoir avoir un schéma moteur qui est irréprochable pour réussir justement à apprendre un sport aussi technique de ton côté. Donc même si tu as des facilités, en bossant d'abord sur des semi-techniques, en essayant de découper le mouvement sur des phases pour essayer de travailler justement sur ces différentes phases, avant, avant ensuite de faire un puzzle pour essayer de tout regrouper pour faire un arraché-flexion. Je pense que vraiment le top, c'est quand même de faire appel à quelqu'un. Donc pas forcément un coach en ligne, parce qu'un coach en ligne, on sait que c'est pas donné, surtout si tu as un bon suivi d'un coach en ligne qui te fait des retours vidéo ou autre, ça va être relativement cher, et les gens, surtout en France, ne sont pas prêts à payer un prix alors qu'il est justifié aussi haut. Donc pour moi, le plus intéressant, c'est de rejoindre une box, justement de CrossFit ou une asso haltéro, où tu vas avoir quelqu'un en fait qui te regarde faire et qui t'apprend le mouvement. Parce que c'est un sport qui est pour moi trop technique pour que tu puisses vraiment te mettre à l'haltéro tout seul, si tu veux vraiment progresser. C'est pas comme apprendre un squat ou un deadlift, en fait. Il y a beaucoup trop de paramètres. Et surtout, il y a trop de paramètres complexes parce que la première fois que tu regardes un arraché, tu peux pas comprendre à quel point le mouvement est compliqué à réaliser. Et donc, si tu veux le faire en sécurité et surtout le faire de manière le plus optimale possible pour progresser le plus vite possible, le mieux pour moi, c'est d'avoir quelqu'un qui te coach. Non, c'est ça, enfin, il y a vraiment une notion de sensation, je trouve, en haltéro. Tu vois, que tu comprennes pourquoi tu dois te placer comme ci ou comme ça, quelle est la conséquence d'un mauvais placement sur ton mouvement, et donc du coup, pourquoi est-ce que je fais un échec devant, pourquoi je fais un échec derrière, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est quand même plus difficile, quoi, parce que tu fais tes erreurs dans ton garage, après t'envoies une vidéo, on te répond. Je pense que, comme tu le disais, ça peut être intéressant, par exemple, sur des athlètes qui sont déjà un peu plus aboutis, qui peut-être s'entraînent seuls parce que, bah voilà, pas de box à proximité ou pas de club à proximité ou des choses comme ça, ou pour avoir justement, pour changer de coach, avoir peut-être un autre regard. Mais alors vraiment, pour construire les bases, c'est galère, quoi. Je suis parfaitement d'accord. Tout ce qui est programmation que tu vas prendre en ligne, par exemple, tu vas aller sur Catalyst Athletics, tu prends une prog de Greg Everett. Pour moi, ça peut être top. Déjà, si tu la choisis bien, si tu en prends une qui correspond à ton profil, mais si tu as déjà les bases techniques nécessaires. Après, comme tu dis, l'apprentissage n'est pas du tout pareil que le perfectionnement. Si tu n'as jamais une barre entre tes mains et que tu vas apprendre à faire un arraché tout seul, ça va être hyper galère. Après, tu coaches, donc tu le sais aussi bien que moi, tu as des personnes qui vont être beaucoup plus douées que d'autres, mais la plupart des gens, tu leur mets une barre entre les mains, tu leur montres un arraché, tu lui dis reproduis, le mec il va te faire n'importe quoi, il va te regarder en disant est-ce que c'était relativement proche, il va pas ressentir à quel point en fait son mouvement est éloigné de ce qu'on attend de lui en haltérophilie. Donc comme tu le dis, les programmations en ligne pour moi c'est top à partir du moment où tu as un certain niveau et où la programmation en fait elle va t'apporter des remédiations techniques mais pas un apprentissage de zéro. Et justement, quand on parle d'apprentissage de base, comment je fais pour devenir un bon coach haltéro? Pas forcément un spécialiste, hein, pas forcément que pour donner des cours uniquement de ça, mais pour être relativement correct, à minima, pour pouvoir coacher en CrossFit. Pour moi le mieux pour devenir un bon coach c'est d'avoir un bon coach à un moment. Après c'est pas donné à tout le monde. Mais en fait, déjà, avoir une espèce de mentor au départ pour voir comment coacher, justement, c'est le top. Après, il y a aujourd'hui tellement de ressources sur Internet que tu peux aussi, au lieu d'avoir un mentor en direct, en fait, regarder des vidéos, aller sur YouTube. Bon, pour les personnes qui sont anglophones, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas énormément de contenu francophone. Mais en fait, il faut te former soit avec des bouquins, il faut te former avec des vidéos sur YouTube pour ensuite pouvoir le coacher. Et dans tous les cas, quand tu coaches l'haltéro dans le CrossFit, il faut que tu aies la même base en fait qu'un coach haltéro parce que le mouvement, si tu veux le réaliser en sécurité et être efficient sur le mouvement, finalement c'est le même, même si tu as des charges qui vont être moins importantes et beaucoup plus de reps. L'apprentissage d'un arraché, c'est l'apprentissage d'un arraché. Donc il faut partir du principe que
faut t'inspirer de coachs, pas forcément haltéro, parce que tu as des coachs CrossFit qui sont très bons en haltéro, mais il faut avoir une base en fait pour pouvoir ensuite progresser en coaching. Ouais, ouais, bah carrément, surtout qu'en plus il y a plusieurs haltéros dans le CrossFit. Il y a l'haltéro du 1RM, il y a l'haltéro du ladder où tu vas faire du lourd mais tu dois aller super vite. Et il y a l'haltéro cyclé où on parle de barbell cycling où là tu es sur des charges moyennes avec un mouvement qui est volontairement un peu détérioré quand même par rapport à ce qu'on ferait en haltéro en semi-technique, mais qui est beaucoup plus accéléré, quoi. Ouais. Après, je pense que tu es d'accord avec moi, si tu sais maîtriser un arraché lourd et propre, c'est beaucoup plus facile d'avoir un cycling peut-être un peu dégradé, en bougeant un peu moins bien et en bougeant vite, que l'inverse, avoir l'habitude de faire que du cycling et essayer d'espérer que ça va porter ses fruits et arracher lourd, quoi. C'est comme dans tous les sports, enfin, qui peut le plus, peut le moins. Donc pour moi, il faut essayer de viser tout le temps à essayer de progresser sur le 1RM justement, et après intégrer du cycling. Mais si tu veux commencer à prendre l'haltéro en faisant que du cycling, ça va plus te donner des mauvais automatismes qu'autre chose. Ouais, bah, carrément. Bah, ce serait déjà mal comprendre, entre guillemets, les paramètres de la force, quoi. Parce que c'est pas parce que tu fais du travail en volume à des charges moyennes régulièrement que ton 1RM augmente. Moi, je voyais encore maintenant, d'ailleurs, hein, en cours de CrossFit, j'ai parfois des nanas ou des gars qui sont capables de faire leur 90-95% en série de 5. Jamais de la vie tu fais ça en haltéro, tu vois. Comme quoi, il y a un trop gros décalage, quoi. Après, il y a des trucs qui sont intéressants quand même, hein, dans la méthode au CrossFit, hein. Bosser sur fatigue ou autre, ça peut t'apporter beaucoup, hein. Moi, les périodes, je parle pas en tant que coach, mais en tant qu'athlète, qui m'ont fait le plus progresser, par exemple, sur mon passage et ma chute, c'est quand je travaillais sur fatigue avec des EMOM avec pas mal de reps, et qu'en fait, j'avais tellement plus de jus en fin d'EMOM que, au lieu de reposer sur mon tirage qui était relativement costaud, j'étais obligé de reposer sur d'autres trucs que j'aurais eu du mal à bosser en fait sans ce paramètre de pré-fatigue. Hmm. Ouais, moi je l'ai vu aussi quand j'ai commencé à atteindre des paliers en force. J'ai testé plein de trucs et j'ai fait plein de conneries évidemment, hein, dont les grands classiques de mal ajuster le volume ou alors de mal ajuster disons les régimes, tu vois, en commençant à faire beaucoup plus d'iso, beaucoup plus d'excentriques, ce qui pesait du coup sur toutes les parties techniques parce que j'étais trop fatiguée, mon système nerveux il récupérait plus. Par contre, en travaillant sur des formats, notamment sur les squats, avec zéro temps de pause, on va dire vraiment, tu vois, enchaîner entre guillemets de façon un peu piston sur les squats, tu vois, en augmentant le temps sous tension, ça m'a permis de repasser à un palier supérieur. Bah, de toute façon, je pense que tu t'es jamais chargé. Euh, Non, et, je serais bien meilleure, j'espère. et les seules personnes qui peuvent vraiment profiter d'un entraînement sans variation, avec uniquement du travail sur des RM lourds en permanence, sont les personnes qui sont chargées justement. Donc c'est pour ça aussi que j'ai du mal avec les personnes qui veulent essayer d'implémenter des méthodes d'entraînement russes, bulgares. Bon, j'ai fait une proc bulgare, mais c'est pas une proc qui est destinée à être suivie à l'année, ou chinoise dans des pays comme la France, parce que c'est pas du tout le même profil d'athlète. Et pour moi, si t'as pas de variation dans l'entraînement, tu progresses plus en fait, parce que comme tu dis, le système nerveux il arrive à un moment où tu es au maximum du volume et de l'intensité que tu peux encaisser, et si tu n'as pas de variation, en fait, c'est la stagnation, voire la régression, la blessure. Donc, il faut réussir à être assez intelligent sur la variation de l'entraînement pour réussir à continuer la progression à partir d'un certain niveau. Ouais, et puis le paramètre psychologique, hein. Moi, je vois déjà des fois des gens qui font des plans, tu vois, de type bulgare, y compris sur les mouvements techniques. Alors effectivement, il y a toute la fatigue, la blessure, etc. Et en plus de ce lot-là, souvent, il y a aussi le mental, parce que comme ils sont fatigués, ils font aussi plus d'échecs, ils ont beaucoup plus de mal. Le niveau de concentration, il devient difficile à maintenir aussi, parce que tu fais un peu tout le temps la même chose. Tu commences à rater. Quand tu commences à rater, tu commences à douter. Quand tu doutes régulièrement, tu rates encore plus, parce que t'arrives sur ta barre, tu t'excuses un peu d'être là. Et du coup, c'est un engrenage hyper négatif. Et au final, ça se termine souvent sur l'arrêt du cycle avant même la fin. Et donc, du coup, j'ai du mal à me dire, je pourrais prescrire ça à des gens, à certains profils, dans certains contextes, oui, mais franchement, c'est quand même minoritaire, quoi. C'est comme le small off, tu vois. Ouais. C'est d'un point de vue scolaire, ok, je comprends. Par contre, que ce soit le small off ou le small off version junior, là, je crois que 9 personnes sur 10 que j'ai pu voir faire ce type de cycle se sont blessées. Ouais, mais C'est vrai, hein, j'en connais très très peu qui se sont pas blessés. ouais, le problème que tu as en plus avec ces trucs-là, c'est que vu que c'est des procs qui ont marché pour certaines personnes,
notamment la Bulgare qui a formé les meilleurs haltérophiles de tous les temps, ou en Smolov qui utilise en powerlifting avec des mecs qui squattent plus de 400 kilos. En fait, quand tu commences à merder, comme tu dis, que tu commences à accumuler des échecs ou autre, tu vas pas avoir tendance à dire c'est à cause de la prog, tu vas dire c'est à cause de moi, alors que non, en fait, c'est juste que la prog n'était pas adaptée du tout à ton profil. Déjà, t'es pas un soviétique en fait qui doit ramener de l'argent à sa famille, et s'il rate son entraînement, il ramène un peu moins à manger. Toi, tu as ton boulot 35 heures, tu travailles toute la semaine, tu viens, c'est moitié loisir, moitié entraînement en fait. Donc tu peux pas implémenter ce que eux avaient parce que t'es pas du tout dans les mêmes conditions, et après tu vas commencer à te remettre en question alors qu'en fait c'est juste une prog qui n'était pas du tout adaptée à toi. Ouais, c'est un paramètre qui est encore, je trouve, en CrossFit comme en haltéro, difficile à prendre en compte pour les athlètes. Le choix d'une prog, pas par rapport au fait qu'elle soit à la mode, tu vois. Enfin, en CrossFit, c'est hyper flagrant. Il y a la prog du moment, tout le temps. Enfin, franchement, il y a des courants. Hein, on pourrait presque dire une année une prog, en tout cas à l'international, et puis après en local, pareil. Mais j'ai pas souvent des discussions avec des athlètes qui choisissent leur prog par rapport à eux ou même par rapport à un coach, tu vois, pour se dire, ben lui, ce coach-là, il est pas forcément super connu, mais par contre, on a un super bon feeling et je sens qu'il y a une relation de confiance qui va s'installer. Et quand je vais arriver dans des moments difficiles, je sais que ce sera la bonne personne pour moi. Ouais, ouais, ouais. Mais tout à l'heure j'ai parlé de Catalyst Athletics, toi tu as suivi une prog de Greg Everett pendant un moment. Oui, alors moi j'ai un parcours un peu, je te le retrace un peu pour que tu aies une idée un peu du truc. Moi j'ai été coachée pendant quelques mois par un bon haltéro français. Ça s'est pas bien passé humainement, sans rentrer dans le détail, mais c'était pas le genre de choses qui me convenaient. Par contre, techniquement, ça a été extraordinaire. J'ai appris énormément de choses. Ensuite, j'ai été coachée par mon conjoint pendant plusieurs années, ce qui est un exercice relativement difficile, hein, parce que nous, ce qui nous a permis de trouver le bon compromis, c'est qu'on communiquait énormément et surtout, comme on avait une structure aussi sportive ensemble, on avait, je pense, cette capacité à faire la part des choses entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe au travail, ce qui se passe à l'entraînement, ce qui est aussi un exercice hyper difficile, hein, quand même. Et surtout, moi, j'ai un profil, je suis super curieuse et depuis plusieurs années déjà, je fais ma prog moi-même pour moi-même. Alors, ça m'empêche pas de demander des avis à d'autres coachs haltéro, pour le coup, qui m'ont fait des retours hyper constructifs, mais je programme pour moi-même, ce qui est pas non plus très facile parce que faut avoir du recul et c'est pas voilà. Je sais même plus pourquoi je te disais ça. Je parlais de Greg Everett justement, en disant Putain, ouais. qu'il sa prog. Donc tout ça pour dire effectivement que moi j'ai fait ensuite la prog de Greg Everett, une des progs de Greg Everett, parce que comme tu disais, il y en a plein sur le site, je crois qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine quand tu étais en truc payant. J'ai acheté des bouquins, j'ai suivi pendant 2 ans quasiment une prog de Bob Takano, qui est vendu également sur le site de Catalyst et qui est également un coach américain. Je te coupe une seconde, Takano, t'as réussi à suivre ce qu'il faisait? Ouais. Parce que Takano, c'est l'école soviétique, mais l'école soviétique hard quand même. Niveau volume, tu devais bien subir. Oui, alors moi j'avais double session, Ah ouais. juste pour pas faire des sessions de plus d'1 heure et demie, ce qui était pas mal. Ce que j'en ai gardé pour quand j'ai commencé à programmer pour moi-même, dans le positif, c'est que moi j'avais un problème un peu de confiance à l'arraché, c'est-à-dire que j'étais capable de faire plus ou moins 10 kilos selon la compétition, ce qui était énorme. Donc du coup, j'avais un bon mouvement, mais dès que j'étais un peu stressée ou que j'avais enchaîné quelques semaines d'entraînement un peu moyen, ça se voyait pas forcément en compétition. Donc du coup, dans les plans de Takano, il y avait beaucoup de séries de 4, des 5x4, des 6x4. C'est c'est du volume dur à encaisser. En fait, t'es la première personne à qui je parle qui a suivi une prog de Takano justement. Moi, je les ai juste vus sur papier. J'avais fait une prog pour PowerCamp une fois pour la prog que je fais pour la salle, qui était inspirée de ce qu'il faisait. Donc, comme tu dis, c'était avec des séries de 4-5 rêves, des trucs qui tapaient à fond, et énormément de variations, 6 ou 7 exercices dans la séance. Et en fait, c'était un cycle de 4 semaines, et au bout des 4 semaines, j'avais cassé tout le monde, et je me suis dit plus jamais. Quelques filles ont tenu, parce que souvent elles encaissent quand même mieux le volume. Par contre, je pense que 90% des gens sont morts sur cette prog. Alors moi j'ai tenu, mais par contre j'étais dans ma 4e année d'haltéro aussi, tu vois. Ouais. C'est un paramètre
c'est un paramètre également, quoi. Il y a de ça. Et ensuite, dans Takano, tu as plusieurs plans qui correspondent. Alors, c'est difficile à reporter sur le système français, mais en gros, ça correspond à ton total. Voilà. Donc, moi, je prenais ce qui correspondait à mon niveau. Et surtout, je faisais pas mes squats et mes tirages dans ma même séance, enfin, dans ma même session que celle où je faisais ma technique. Ouais, donc ça, je pense que ça a été une bonne solution pour toi pour encaisser justement, couper en deux. Ouais. Ça devait être ce qui t'a sauvé peut-être. Ouais. Et puis, ce qui a été très positif assez rapidement pour moi, c'est que les séries de 4, je crois que j'ai pas eu plus de séries de 4 à l'arraché. En tout cas, c'est celles qui m'ont le plus marqué. Mais c'est que, alors pourtant, je travaillais pour moi ce qui était genre 70 kilos, donc ça devait être, je sais plus quel pourcentage, c'était pas très élevé. Mais cette année-là, je suis arrivée à un niveau de déchets, enfin, pas de déchets techniques, mais d'échecs. Franchement, ça devait pas dépasser 5% de mon entraînement hebdo. Je ratais quasiment plus rien à l'arraché, même si tout n'était pas parfait, parce que j'en faisais tellement que c'est vraiment l'année où j'ai commencé à me dire qu'il y ait 25, 35, 55 ou 75, c'est la même barre, en termes de gestuelle, je veux dire. Donc ça a été bien pour la confiance, ça m'a vraiment boosté. Et surtout, on en est arrivé sur des séquences où des fois, ben, tu vois, c'était un 2RM ou un 3RM, on va dire. Et puis, j'en faisais une de plus. Alors, tu vois, il y a une année, je crois que c'était il y a 2 ans, je crois que 80, je l'ai fait en série de 4. Et du coup, on est parti sur les championnats de France et je me suis dit, C'était combien? putain, Ton max, c'était combien quand tu faisais 80 en série de 4? quand je l'ai fait en série de 4, je devais avoir un max à 83 ou 84. Ah ouais, putain, t'avais un niveau d'automatisation qui était monstrueux à ce moment-là. Ouais. Alors après, un peu comme tu dois l'avoir dans ta structure, tu vois, j'ai fait ça sur une séance collective où on était Oui, tu te plusieurs. pousses. La quatrième, c'était vraiment à l'adrénaline, tu vois. Mais par contre, ce qui s'est passé avec ce plan-là dans ma tête, c'est que quand j'arrivais sur le plateau, même si moi je doutais, il suffisait que mon coach il me dise putain, celle-là, on l'a fait en triplé, en série de 4. Là, je te demande de la faire une seule fois. Et tu vois, dans ma tête, je me dis bah oui, faut arrêter de niaiser, quoi. Bien sûr que je sais le faire. Ouais, beaucoup moins d'appréhension du coup. Ouais. Et du coup, l'arraché, comme en plus c'est le premier mouvement que tu fais en compète, ça a été dans ma tête, ça a vrillé vraiment dans le bon sens, quoi. Ouais, C'est ce que j'en ai gardé. ok. Donc Takano, bon retour de ta part. Pour ça, oui. Après, effectivement, hein, c'est toujours à mettre en perspective, mais tu vois, quand j'ai fait mes plans ensuite par moi-même, je sais qu'il y a des phases où moi, en foncier, j'ai besoin de semi-technique, mais j'ai aussi besoin de répétition. Et je le recommande aux gens qui démarrent tard, entre guillemets, parce que comparé à quelqu'un qui démarre à 15 ans et qui a déjà fait 10 000 reps à 25 ans, toi, tu démarres à 25 ans. Si tu veux avoir le même niveau d'automatisation de la gestuelle, sachant que tu n'as pas le même volume déjà, ben, tu vas être obligé de rattraper un petit peu en faisant un peu de volume, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Mais je te posais la question pour Greg Everett parce que justement, je trouve que si t'as pas un coach perso, en fait, c'est le plus intéressant, c'est d'essayer d'identifier au maximum si une prog peut être adaptée. Et toi, dans ton cas, tu as choisi un mec qui coach quasiment que des filles, donc un volume, une fréquence de travail, une intensité qui est destinée aux filles plus qu'aux mecs, parce que c'est pas exactement pareil. En plus, comme tu l'as dit, il y a plein de prog qui sont axés vers plutôt certains défauts ou d'autres. Donc en fait, c'est de la semi-personnalisation. Et ce que je recommande la plupart du temps aux gens, c'est d'essayer, même s'ils prennent une prog toute faite, de prendre une prog toute faite, mais qui leur est destinée quand même un minimum. Si tu vas juste sur la prog mass strength parce que tu vois que les Chinois performent au niveau international, bah en fait, c'est très con. Ouais, ouais, il te manque un niveau de détail. Après, surtout en haltéro, ou même dans le crossfit aussi, hein, parce que tu vois, pour le coup, pour avoir discuté avec Manon Angonèse, avec Willy Georges, ou encore d'autres athlètes comme ça qui, on va dire, ont réussi, bien sûr qu'ils ont des bonnes prog, mais une bonne prog crossfit comme une bonne prog haltéro, il y a des squats, des tirages, de l'arraché, de l'épaulé jeté, tu vois. Après, ce qui marche bien pour eux, c'est qu'à un moment donné, ils sont bien câblés, quoi. Enfin, tu vois, ils se posent les bonnes questions, ils font le renfort qui est adapté à leurs défauts. Des fois, ils changent un peu les WOD parce que ils veulent se mettre dans le dur sur tel WOD parce qu'ils ont besoin de travailler là-dessus. Bah, comme tu as bien raison, et en plus, il y a une grosse part d'inné, quoi. Tu aurais pu mettre 40 personnes qui auraient suivi la même prog que Willy Georges, qui auraient eu la même diète, qui se rentraînaient de la même manière.
En fait, ils n'ont pas les qualités de base qu'a Willy et du coup, ils n'auraient pas pu performer comme lui. C'est injuste, mais c'est le sport, quoi. Mm. Ouais, puis moi je trouve que pour que le sport t'apporte aussi humainement, quel que soit le classement final, effectivement, même si tu finis pas au même niveau que Willy, c'est que faut que ça te fasse grandir, tu vois. Moi, ça m'a, enfin, faire mes propres prog, ou en tout cas modifier certains blocs par rapport à mes besoins, ça m'a aussi mis en face de ce que je savais pas faire, de ce que je devais travailler. Ça m'a aussi, du coup, en termes d'adversité, c'est hyper intéressant parce que ben, c'est important de se regarder en face dans le sport, sinon tu prends que des murs, quoi. Et du coup, même en termes de confiance en toi, c'est hyper positif dans plein de domaines parce que tu bah, as des problèmes, tu trouves des solutions. Enfin, c'est un petit peu. Ça peut paraître un peu flan-flan, tu vois, mais c'est vrai, quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais, je suis bien d'accord. Je repars sur une question toujours un peu formation. Alors, je pense savoir ce que tu vas me dire, mais je te pose quand même la question. Est-ce qu'un bon coach, c'est forcément un bon athlète? Bah écoute, si je réponds que non, je me tire une balle dans le pied déjà. Mais non, je vais répondre en plusieurs parties parce que je pense qu'il faut aussi vous parler de la réciproque. Euh, il faut un minimum en fait. Si tu sais pas du tout exécuter un arraché, que tu montres en fait en faisant un mouvement que tu n'as pas compris ce que c'était, je vois pas comment tu peux être un bon coach. Donc, il faut un minimum en fait pratiquer ce que tu prêches. Après, tu as des mecs qui. T'as pas besoin de rester un bon athlète. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si par exemple tu as eu un passé d'altéro, tu peux coacher l'altéro. Et après, comme j'ai dit, tu as des mecs qui n'ont pas spécialement des qualités ou des filles exceptionnelles, et du coup, ils pourront bosser autant qu'ils peuvent, mettre tout en place, et en fait, tout va bien, mais en fait, une fois connecté, t'as pas le niveau de certains autres mecs qui vont faire n'importe quoi, eux, juste parce qu'ils ont des qualités exceptionnelles. Donc, je vais te répondre non là-dessus. Et après, un bon athlète, et pas forcément non plus un bon coach, parce que pour moi, en fait, si t'es pas spécialement un bon athlète, que tu rencontres beaucoup de difficultés dans ta carrière sportive, c'est justement là en fait où ça va venir titiller ta curiosité, que tu vas devoir te remettre en question, que tu vas devoir te mettre à chercher le plus possible des solutions pour essayer de continuer à progresser. Et en fait, tu vas passer par tous les défauts en fait que tu verras sur tes athlètes après. Tu vas essayer de les corriger d'abord sur toi et après tu les corrigeras sur les athlètes. Si tu as un mec qui a des prédispositions de ouf en squat, que le mec squatte 300 kilos, mais qu'en fait il a jamais eu de problème en squat, il sait pas ce que c'est que de lever le cul en squat, de défixer du dos ou autre, parce que lui il est dans l'axe et il sait pas quel est le problème. Quand il va rencontrer un mec qui débarque et qui lui dit ouais je comprends pas, moi j'ai ce défaut là, je vois pas comment tu peux le corriger en fait, à part lui dire pousse plus fort et reste droit. Tu sais pas par où est passé l'athlète qui a ces difficultés là justement. Tu vois un peu où je veux en venir? Ah, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Je trouve que être un, pour être un bon coach, tu dois avoir effectivement des bonnes bases pour te transmettre, mais ça va être les briques de départ. Par contre, quand tu vas arriver sur un athlète qui est déjà un peu abouti et qui va venir te voir pour te poser une question auquel lui, il n'a pas du tout de réponse, si tu sais pas te, comment, te projeter dans son ressenti, comprendre son erreur, est-ce que c'est un déséquilibre musculaire, est-ce que c'est technique, est-ce que c'est dans la tête, enfin, si toi tu sais pas identifier ça, tu pourras pas l'aider. Ouais. Mais tu vois, Et un bon coach, c'est pas qu'un coach pour les débutants, c'est aussi un coach pour les pros presque, tu vois. ouais, ben justement là quand je t'en parlais, c'est plus justement quand tu m'as dit bon coach, j'étais plus parti sur le fait de coacher justement des athlètes d'assez bon niveau. Je vais prendre l'exemple, par exemple, à la salle, tu as Redon Manouchi et Benjamin Niquin, que tu connais très bien tous les deux. Ils n'ont pas du tout le même profil. Et en fait, n'importe qui, au premier abord, s'il veut progresser en squat, il va avoir tendance à aller vers Benji, à lui dire comment tu fais un squat. Mais en fait, je ne sais pas si c'est la bonne solution, parce que Benji, il a toujours eu des facilités. C'est un mec qui a 16 ans et 69 kilos de poids de corps, squatté 200, sans problème. Et du coup, Benji, il n'est pas passé par toutes les difficultés que Redon a pu avoir sur ses squats. Et je suis sûr que Redon a utilisé beaucoup plus de mouvements de renfort, de correction technique, de travail sur ses appuis, de procs différentes pour essayer de progresser en squat que Benji, par exemple. Donc, il faut faire attention à ça, justement. Ouais, ouais, c'est pas con. Bah, enfin, on essaie toujours de prendre un modèle et de reproduire. Je pense que c'est dû à ça, quoi. Ouais. Et après, euh, bah, tu vois, moi, par exemple, mon meilleur arraché, c'est 127 kilos. J'espère. Enfin, je coach des personnes qui arrachent plus que ça, et mon objectif, c'est justement que, dans l'idéal, toutes les personnes que je coach deviennent bien meilleures que moi, je le suis en haltéro et je l'ai été. Si jamais t'es un bon coach et en fait tu formes des mecs qui sont tous moins bons que toi, c'est qu'il y a un problème quelque part. Hmm.
Ouais, ou t'as pas de chance, ils sont tous nuls, quoi. Ou t'as pas de chance, t'as pas un bon vivier d'athlètes, hein. Je sais très bien que, par exemple, comme j'ai de la chance d'avoir plein d'athlètes qui viennent et après c'est mon tri dedans, hein. C'est pareil, si on fait un parallèle avec les Chinois, le coach de l'équipe chinoise, certes, c'est un coach qui doit être très performant, mais tu mets un coach américain, ne serait-ce que dans un dixième de la position du coach chinois, avec des athlètes triés sur le volet, avec la structure hiérarchique qui fait que tu peux tabasser tes athlètes s'ils font pas bien leur truc. Je pense que le coach américain, il aurait lui aussi des très bons résultats, meilleurs que ceux qu'il a aux États-Unis, quoi. Ouais, ouais, très clairement. Très clairement. Et ouais, ça marche dans beaucoup, beaucoup de pays, ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. Tu parlais de Catalyst et de Greg Everett. Pour toi, dans ta formation, ou même encore maintenant d'ailleurs, hein, en gros, quelles ont été tes inspirations et qui tu continues à suivre régulièrement pour apprendre? Alors, bon, le premier truc que j'ai eu le premier contact que j'ai eu avec l'altéro d'un point de vue théorique, c'était le bouquin de Renaud Le Chevalier. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est le seul bouquin en français en fait que tu peux trouver actuellement sur l'altéro. Donc la plupart des sources que j'ai pu avoir, c'était des sources sur Internet et des sources en anglais. Et comme je viens de te dire, au début, j'étais vraiment hyper attiré, comme la plupart des gens, par tous les systèmes qui fonctionnent. Donc, système russe, système chinois. Il y avait un bouquin kazakh, à un moment, j'étais super content de l'avoir eu, mais je me suis rendu compte que c'était pas applicable. Et de plus en plus, en fait, je me suis tourné vers des systèmes qui nous ressemblaient. Donc, en fait, des systèmes où il y a des contrôles antidopage. Parce que c'est la plus grosse différence pour moi quand tu coaches un athlète naturel, tu peux pas implémenter ce qui est fait quand le mec est hormonalement toujours au top. Donc en fait, tout ce qui est documentation américaine, tu as parlé de Greg Everett, de toute façon c'est le mec qui balance le plus de contenu, donc c'est sûr que si tu fais de l'altéro et que tu suis pas Greg Everett, il y a un problème quelque part. Et après, tu as plein de mecs qui vulgarisent sur Internet. Zach Telander, que je connais parce que sa copine, qui va devenir sa femme, était en équipe de France de natation, donc il aime bien la France. Euh, et, euh, et comment Et j'ai suivi dès le départ California Strength avec tout ce que faisait Glenn Pendley à l'époque, Dave Spitz, qui sont les coachs là-bas. Et ces mecs-là qui ont beaucoup de contenu aussi, que ce soit en podcast ou autre, qui peuvent t'apporter énormément. Et c'est ce que je continue à suivre le plus possible. Et hop, attends, bouge pas. Après, sur tout ce qui est comment technique, ce qui peut apporter aussi, c'est regarder tout ce qui se fait à l'international. Je pense que tu le fais aussi, tu saignes toutes les vidéos Think Gym, Weightlifting House ou Grip. Après, il faut le faire intelligemment parce que justement, tu as des techniques qui vont varier à mort en fonction de la morpho de la personne, en fonction de là où il vient, en fonction de son sexe, de sa catégorie. Mais en fait, c'est la quantité de trucs que tu vas pouvoir emmagasiner. Plus tu regardes de vidéos, plus tu auras un florilège de trucs à regarder et plus tu vas pouvoir faire ton tri et réussir un petit peu à identifier les différents trucs que tu peux ensuite toi-même implémenter sur des athlètes. Ouais, bah, tu vois, ça recroise exactement ce que tu disais avant. Pour moi, c'est une espèce de culture de base qu'il faut acquérir. Donc, d'où la nécessité d'avoir un bon coach à la base, ou en tout cas une bonne école d'haltéro au sens large, puisque après, ça te permettra de pouvoir regarder toutes sortes de vidéos et de comprendre pourquoi est-ce que lui il tire les pieds plus ou moins serrés, pourquoi est-ce que elle a les mains plus ou moins serrées sur sa barre à l'arraché, pourquoi, pour qui, est-ce que voilà. Et après, tu as la phase de crash test où tu peux éventuellement tester sur toi-même et te dire bah non, ça marche pas sur moi parce que bah, ma morphologie, parce que mon ressenti, parce que moi c'est ce que j'ai eu le cas moi perso. Moi j'ai tiré et je tire encore régulièrement en puissance parce qu'en fait si je fais la hiérarchie de mes défauts techniques, j'avais des problèmes de tempo sur le passage et que ça a réglé ce problème-là. Et en réglant ce problème-là, je fais quasiment jamais d'échec à l'arraché. Par contre, si j'ai les pieds très serrés, que je suis très dynamique, j'écarte fort en réception, bah, y a un petit coup de poker, quoi. Donc c'est important, je trouve, d'avoir cette espèce de culture pour comprendre quels sont les problèmes et d'arriver de toi-même à les hiérarchiser, de se dire bon bah qu'est-ce que je dois changer parce que sur les vidéos ils font différemment et qu'est-ce que je dois changer parce que moi réellement ça va régler un de mes problèmes. Parce que moi je vois plein de gens qui changent des trucs techniques, ça leur en rajoute en fait des problèmes. Tu vois, moi t'as dû avoir peut-être ça, je pense que tu vas voir de quoi je veux parler, mais j'ai plein de coachs qui disent à leurs athlètes, ça me rend dingue, moi perso, de resserrer leurs mains à l'arraché, parce qu'en fait, ça leur permet, comme ils viennent souvent du crossfit, de tirer vachement plus fort sur les bras et de compenser. Il faut avoir une mobilité extrême déjà, et je vois des gens qui finissent par se blesser aux épaules, et puis surtout, ben, en ayant les mains plus serrées, ça change un petit peu l'axe, et ça passe, mais ça passe pas bien. Pour moi, c'est un correctif à l'instant T, mais ça devrait pas être un changement de technique profond, quoi. Ouais, tu vois, là, on a fait une vidéo review
qui va être posté sur YouTube du ladder en snatch qui est au CrossFit Games, et j'ai passé la vidéo à dire qu'ils avaient tous les mains trop serrées sur leur barre. Et redons comme moi, à chaque fois qu'on a des gens qui viennent se faire coacher à Power Camp, l'un des premiers trucs qu'on leur dit, c'est putain, pourquoi vous serrez les mains comme ça? Les mecs, ils veulent arracher avec une prise mixte entre l'arraché et l'épaulé. Ils se retrouvent à devoir crisper les bras à fond pour pouvoir la ramener aux hanches. Et comme tu dis, ils arrivent à mettre de la hauteur parce que c'est plus facile d'utiliser les bras après contact, mais ça apporte plein d'autres défauts. Et puis, comme tu as dit, toi, tu tires en puissance parce que c'est bien pour toi, et tu en as d'autres, justement, ça va leur faire foirer complètement leur timing de tir en puissance. Et la difficulté, c'est que pareil, tu vas les voir en leur disant qu'il faudrait mieux essayer de pas faire comme ça. Ils vont dire, ouais, mais j'ai vu Shi Ziyong ou je sais pas quel chinois qui tire comme ça, et j'ai voulu reproduire parce que le mec, c'est le meilleur de sa catégorie. Et ça, je pense que tu en as aussi, c'est un petit peu galère parce que tu dis, bon, bah, ouais, moi, je suis juste un coach, j'ai pas formé de champion olympique. Et tu as plus envie d'écouter le champion olympique, peut-être, ou de le regarder quand tu commences que ton coach qui, justement, forme des mecs qui font des snatchs à 120 et pas plus, quoi. Ouais, et puis il faut tester, tu vois. Moi, je sais que ça règle un de mes problèmes principaux, d'un point de vue technique. Ensuite, moi, je suis grande, entre guillemets. Je fais 1m67, alors ça va, tu vois. Je suis pas Adrienne à 42, mais Ouais, pour en tout cas, plus grande. je suis pas une petite haltéro, donc j'aurai pas un passage super rapide parce que voilà, j'ai pas de petits segments. Donc dans l'absolu, pour moi, réécarter un peu les jambes, ça me permet juste de mieux placer mon dos et de mieux couvrir ma barre après les genoux. Sinon, si je veux couvrir un petit peu en ayant les pieds serrés, je suis obligée de lever les fesses. Et voilà, bah, je lève les fesses, ben, j'ai du mal sur mon extension. Enfin, ça pose tout un tas de problèmes plus graves que celui d'avoir les pieds un peu écartés, tu vois. Mais ça a été du test, parce qu'au début, c'était qu'un exercice de correctif qui n'était pas forcément censé s'installer. Sauf que, bon, ça c'est un autre débat encore, mais il faut tester au moins 2, 3, 4 mois les changements. C'est vrai que moi j'ai fait ça, maintenant j'ai du mal à revenir en arrière. Peut-être que je devrais, hein, peut-être que ça me permettrait de passer à un autre palier. Ça c'est encore une autre question, mais je vois aussi beaucoup de gens qui changent de technique, ils essayent, et puis ils te regardent, ils disent « Ah non, je suis pas à l'aise comme ça ». Oui, mais il va falloir un peu plus, quoi. C'est même pas la technique, c'est la personne, tu dis, mais prends ta barre en prise crochet, ça lui fait mal au pouce, et du coup, il arrête, et 3 mois après, tu reviens et tu pas en prise crochet. Alors que si c'était forcé 2 semaines, ça serait passé. C'est pareil, comme tu dis, pour la technique, si tu changes techniquement et que tu attends 4 séances, et à la 4e séance, tu dis non, c'est pas pour moi, c'est que t'es allé un peu trop vite, t'es trop impatient. Ouais, c'est ça. Ou alors le gars qui essaye un petit peu, puis il rate quelques barres, alors que d'habitude, il rate pas. C'est d'arriver d'avoir ce travail de coaching, de lui dire oui, mais ça me dérange pas que tu rates, parce qu'on est en train de travailler sur une autre technique, on évolue. Donc on va commencer par des échecs et on va évoluer vers quelque chose de plus positif. Par contre, si tu m'as posé la question, c'est parce que tu ratais peut-être pas, mais avec la technique que tu avais, tu t'avais atteint un palier et ça bougeait plus. Donc oui, là, il faut accepter de se mettre en danger et d'avoir des moments d'échec qui sont en fait vraiment qui font partie du processus, quoi. Ouais. Mais tu vois, après, je veux dire que je comprends les personnes, parce que par exemple, moi, si tu veux me faire tirer en puissance, bah, je vais pas venir à la salle. Parce que je peux pas arracher 80% en puissance. Je viens handicapé sur mes timings, j'ai plus de coordination, donc ça va pas. C'est peut-être un truc sur lequel je devrais bosser, parce que justement, c'est bizarre d'avoir un mouvement en puissance aussi nul par rapport au mouvement complet. Mais je sais que je suis tellement calamiteux en fait quand je tire là-dessus que j'ai du mal à me concentrer dessus, à vouloir faire des séances dessus. Et c'est pour ça que par moment, j'ai un pote qui s'occupe de me faire ma prog, parce que si je programme que pour moi tout le temps, je sais qu'il y a certains trucs que je me mettrai jamais, quoi. Je ferai du squat tous les jours parce que j'adore ça. Par contre, tu me verras pas bouffer de chute, tu me verras pas bouffer de puissance, quoi. Ouais, bah, c'est le principe avec les progs. Moi, j'ai fait pas mal de prog avant de faire les miennes. Par contre, tu vois, à titre perso, hein, c'est pas forcément ce que je ferais pour d'autres athlètes, mais moi, ce que je fais, c'est que je programme sur un mois. Donc, j'ai une trame, évidemment, en rétro-planification, puisque j'ai exactement, avec l'haltéro, on a cette chance, j'ai toutes mes dates de compète quasiment un an à l'avance pour ma saison. Donc, j'arrive quand même à fonctionner comme ça. Donc, j'ai une trame de pourcentage à peu près, tu vois, qui est celle d'une planification normale. Et après, je fais des micro-cycles, on va dire, enfin, des micro-cycles, hein, parce que c'est que sur un mois, avec 3 semaines où on augmente régulièrement et une semaine de deload. Parce que bon, moi, je suis pas vieille non plus, mais bon, bref, j'ai 30 ans. T'en as besoin. Et je récupère plus comme avant, donc ma semaine de deload, une fois toutes les 3 semaines, elle me sauve la mise. Alors ça veut pas dire que je travaille à 30%, hein, je travaille
70, 75, un peu de 80. J'allais te demander Donc, dans la... si ton deload c'était une vraie décharge ou pas, parce que j'aime pas les deloads complets, les mecs, enfin, jamais je vais demander à un de mes athlètes de quitter la salle pendant une semaine ou de venir et faire de la barre à vide. Je trouve que tu te désentraînes beaucoup trop vite comme ça. Donc, Ah non, moi j'ai le même nombre d'entraînements, la même structure d'entraînement, sauf que j'ai moins de séries et c'est un peu moins lourd. ouais, donc le Donc en gros, c'est un peu baissé, mais tu gardes la fréquence et c'est pas non plus une ouais, baisse de 30%, quoi. non, je vais être entre 5 et 10 points de pourcentage, on va dire, en dessous de la première semaine du cycle. Ah bah écoute, Donc si on a commencé à 80, ben, je vais travailler entre 70 et 75, tu vois. ok, bah, c'est à peu près ce que je programme. Parce que au-delà, comme j'ai dit, je trouve que t'as moins de gains. En fait, tu récupères, mais limite tu te désentraînes et le nerveux il se barre très vite, quoi. Tu reviens la semaine suivante et tout est lourd. Hmm. Non, moi je sais que sur la récup c'est hyper bien et ça me fait du bien sur le mental parce qu'en général je mets toujours une fois dans la semaine où il y a une ouverture pour faire un peu plus lourd si ça se passe bien. Et je sais que cette semaine de deload, elle me fait du bien aussi pour m'enlever cette pression-là et partir sur le nouveau cycle. Et en général, du coup, à titre perso, je regarde ce qui n'a pas été sur le mois et j'ajuste. Parce que des fois, j'ai un truc, je fais des plots, mais j'ai pas envie de faire des plots pendant 3 mois, tu vois. Parce que j'en ai pas besoin ou parce que juste enfin, j'en fais depuis longtemps, quoi. Donc, je vais me dire, bah là, je vais faire de la suspension pendant un mois, avec un peu de plot aussi, mais pas que. Mais par contre, le mois prochain, j'en ferai beaucoup moins parce que faut que je refasse un peu de mouvement du sol, etc. Et alors du coup, c'est un peu en mode programmation de start-up, tu vois. C'est hyper flexible, c'est hyper réactif. Euh, Mais c'est ce qu'il faut, Après, hein. je me fais relire, quoi. Ouais, mais tu dis c'est hyper flexible, c'est la base d'une programmation, hein. Si tu t'écris une programmation du mois et que tu essaies de la suivre coûte que coûte sans prendre en compte ta forme du jour, ta fatigue, tout ce qui est péri-entraînement, tout ce qui s'est passé autour, si tu as eu un coup de stress, si tu as mal mangé, tu as mal dormi, ça peut marcher quand tu es débutant, mais si tu essaies de faire ça sur un athlète intermédiaire ou un mec de haut niveau, ça devient hyper compliqué. Après, je sais que l'autorégulation, elle n'est pas hyper utilisée en haltéro, tout ce qui est système de RPE ou autre. Mais sur ce que je programme, de plus en plus, je mets des fourchettes de pourcentage à taper plutôt que de mettre aujourd'hui 6 x 2 à 80%. Parce que un jour 80%, c'est horrible, et un jour 80%, tu as l'impression que tu peux faire des quintuplés sans problème avec. Je vais même un peu plus loin, tu vois, moi, à titre perso, je l'ai fait avec des athlètes qui faisaient de la compète type les fédéraux ou les France, qui sont donc en général beaucoup plus investis dans le processus. On a créé une espèce de petite échelle qu'on a personnalisée, qui est une échelle comme un peu de Björk, quoi, mais t'en as deux. On en a fait une qui est sur le ressenti physique et une deuxième sur le ressenti mental, qui te donne en gros une petite note sur 20 de ta séance. Et on fait une petite moyenne par semaine pour voir à peu près, parce que des fois j'ai des gens qui sont hyper en forme et hyper mal dans leur tête. D'accord, donc Parce que quand tu programmes à quelqu'un, tu essaies d'avoir un récap en gros de la part de la personne de comment il s'est senti. ouais, en fait, je mets en bas de. Moi, je fais. Comment ça se présente de façon pratique, hein. C'est un A4 avec la semaine. Il y a 5, du coup, s'il y a 5 entraînements, 5 colonnes. Dans le haut de la colonne, il y a le contenu de l'entraînement. En dessous, je veux qu'ils me l'écrivent à la main. Bon, les applis, j'aime bien aussi. Train Heroic, je trouve ça top. Moi, je l'utilise quand je fais des progs, justement, via Catalyst ou autre. Après, quand tu le fais pour tes athlètes, faut tout remplir, c'est hyper chiant. Donc, moi, des fois, je fais un bon vieux PDF. Ils viennent à l'entraînement avec leur crayon, ils remplissent, hop, ils mettent une petite croix devant chaque truc où il y a eu un échec. Et tout en bas de la colonne, il y a ces deux petites échelles. En fait, c'est 5 bulles. Et je veux juste qu'ils colorient les bulles, 4 bulles sur 5, 3 bulles sur 5, etc. Et qu'ils mettent éventuellement quelques mots. Et c'est con, mais tu vois, je l'ai observé avec les filles qui sont souvent vachement plus sensibles à ça, qui me disaient, bon bah là tu vois, ça fait 3 jours que j'arrive à l'entraînement où j'écris que je suis pas super motivée, et en général d'elles-mêmes, à un moment donné, elles se ressaisissent, tu vois, en mode non, c'est bon, j'accepte plus cette situation, je vais pas me chier dessus une 4e fois cette semaine, quoi. Et à l'inverse, pour les garçons qui se posaient moins de questions, ça m'a permis aussi de les forcer à pas seulement venir, tirer sur une barre et rentrer chez eux, tu vois, à avoir quand même un peu de
Et après, je leur demande, pour ceux qui sont vraiment qui suivent un peu mes consignes de façon scolaire, d'entourer les PR ou la première fois que j'ai fait un 3 reps à cette charge-là. Comme ça, après, quand on met dans un espèce de classeur ou autre, je repère facilement les petits ronds. Et on peut se dire, bah, tu vois, telle semaine de tel cycle, on a tapé des records au push-press, des records à ceci, des records à cela. Et du coup, ça me permet aussi, quand on est sur certains profils vraiment aguerris, de reproduire certains cycles avec 6 mois d'écart et de voir si on peut pas encore aller chercher un record parce qu'on a aussi des jalons, en fait, qui sont pas des jalons de compétition. Ouais. Bah, je pense que c'est hyper intelligent comme système que tu as mis en place parce qu'en plus, ça doit te faire gagner du temps, comme tu dis. Parce que les personnes que je suis en programmation personnalisée, les retours que j'ai comme ça, c'est uniquement des messages sur Instagram, sur WhatsApp. Où en gros, ils me font un retour à chaque séance pour me dire comment ça s'est passé, mais c'est vrai que ça doit être un petit peu plus chronophage, ça doit prendre plus de temps. Après, le petit truc par contre que je mets en place, c'est sur les programmations qui sont pas des programmations perso, donc où il n'y a pas de suivi. J'ai incorporé à chaque fois pour les athlètes une page où en gros, en fin de semaine, ou en fin de séance même, ils notent, je crois que j'ai mis 5 questions, en gros, est-ce que vous avez bien dormi la nuit dernière, est-ce que la séance s'est bien passée, est-ce que vous avez bien mangé, et après, bon, ils sont libres de le faire parce que je contrôle pas dans tous les cas, mais il y a une question ouverte avec qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour la semaine prochaine, être plus rigoureux sur tout ce qui est périentraînement, ou même à l'entraînement, par rapport à la semaine que vous venez de faire. En gros, pour justement, comme tu as dit là, les forcer un petit peu à se remettre en question et pas uniquement bosser pendant la séance, mais à penser à tout ce qui est autour aussi. Ouais, mais c'est super malin aussi, hein. Moi, c'est vrai que je fais ça parce que je fonctionne moi comme ça à titre perso. Alors encore une fois, on est le coach qui, par rapport à l'athlète qu'on est aussi, tu vois, je pense. Mais moi, j'aime bien les emmener le plus possible vers l'autonomie parce que je trouve que tu n'as jamais autant confiance en toi en tant qu'athlète que quand tu sais ce que tu fais, que tu comprends et que tu sais que tu as fait tout ce qu'il fallait, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant. Après, tu vois, moi c'est pareil, hein, ils rigolent tout le temps avec ça, mais en fin d'entraînement, je leur demande entre deux séries de tel ou tel renfort, ils s'assoient sur leur banc, ils cochent leur truc, ils mettent deux, trois petits mots. Alors à chaque fois, ils me regardent et ils se marrent, tu vois, ils sont cher journal, aujourd'hui. Mais en vrai, c'est bien. C'est carrément bien parce que c'est du recul qu'ils prennent sur eux-mêmes et ça, c'est constructif. Tu sais que j'avais eu entre les mains les journaux justement que tu faisais. Je sais pas si tu les fais toujours Ah! d'ailleurs. Non, non, j'ai un peu arrêté. Moi, je fais tout le temps des projets dans tous les sens, tu sais. Il y a un moment, ça devait être il y a 3 ans, j'avais eu ça et j'avais trouvé ça top justement. Parce que je sais que justement, Amy Everett avait commencé à faire ça avec Greg. Et pour structurer, je trouvais ça super. Je sais que ça existe en muscu ou autre, j'en avais eu entre les mains, mais faire un truc qui était spécifique sur de l'haltéro, j'avais trouvé que c'était une super idée. Ben voilà, moi je fais tout sur papier parce que je trouve que quand même c'est... Bah tu vois, aujourd'hui on vend des sacs de je sais pas combien de litres où tu peux mettre toute ta maison dedans pour aller à l'entraînement, t'as bien de la place pour mettre un petit cahier à 5, tu vois. Je pars de ce principe. Le gros sac Et, de CrossFit. bah, et puis c'est un temps sans téléphone, tu vois, c'est un temps calme où tu t'assois, tu réfléchis. C'est pas un temps où tu vas écrire, puis tu vas sur Instagram et tu réponds à la question 2, puis tu vas sur machin, tu vois, voilà. C'est juste toi et ton petit bout de papier pendant 20 secondes, ça va. Et j'ai pas eu l'occasion de voir ceux d'Amy Everett, mais ouais, je trouvais que c'était plutôt cool. C'est vrai que pour le coup, maintenant, je me pose la question de le faire plutôt sur format appli. Mais le charme du papier, c'est que tu peux feuilleter quand même un petit peu, tu vois. L'appli, je sais pas si tu vas refouiller dans les archives, ou en tout cas, je sais pas encore comment, il faudrait que ça fonctionne, mais de tout ce qui se fait aujourd'hui, j'ai pas trouvé encore un truc qui vraiment se comporte de la même façon. Ouais, je vois. Bon, je vais me commander le truc de Amy Everett tout de suite pour voir à quoi il ressemble. Bah vas-y, fais-le, en plus il y a des gommettes dedans. si t'as si t'as envie de faire des journaux, pardon, des journaux un peu comme les nanas, tu sais, boulettes carnet, où tu vas commencer à faire des triangles, des dessins et tout, Ouais, du c'est la folie, hein. j'adore ça. Des mandalas à colorier, là, Ouais, tu c'est sais. parti. Toujours question formation. Tu as un petit peu répondu hein, sur les questions précédentes, mais tu auras peut-être d'autres exemples encore. Quelles sont les expériences de terrain qui t'ont le plus fait évoluer dans ton coaching? Donc j'avais précisé en gros donc les choses qu'on trouverait dans les livres mais qui s'appliquent pas dans la vraie vie, et à l'inverse les choses qu'on t'a pas appris de façon théorique mais que tu as appris toi-même sur le terrain. Bah, numéro 1, c'est le fait d'avoir Power Camp.
parce que au sein de la structure, je coach tous les jours des athlètes et je coach des athlètes, ça va de la personne qui fait pour la première fois de l'haltéro de sa vie à certaines filles qui ont un niveau quasiment inter-B maintenant, ou même regarder s'entraîner des mecs comme Redon, essayer de les conseiller sur certains trucs. Donc le fait en fait d'avoir ce vivier d'athlètes qui est hyper vaste en fait en termes de niveau, qui est top. Après le fait d'accompagner en compétition aussi. J'avais dit ça déjà dans un podcast et tout le monde m'avait répondu comme si j'étais en train de tailler quelqu'un spécifiquement, c'est pas le cas. Mais si tu veux préparer des athlètes en compétition et que tu n'as jamais été sur des compétitions, que tu en as juste vu à la télé, je pense que c'est hyper compliqué à faire. Et tu as beau lire un bouquin de Greg Everett, par exemple, sur comment se passe une compétition, tu dois être d'accord avec moi, jusqu'à ce que tu en fasses et que tu coaches des athlètes, que tu aies la tactique, que tu dois regarder gérer l'échauffement, gérer le passage sur le plateau, gérer le tableau, tout en même temps. Si tu l'as pas fait plein de fois en fait en vrai, ça devient hyper galère. Et tu peux pas débarquer un jour en disant j'ai jamais fait de compète d'haltéro et je vais essayer de coacher quelqu'un sur une compète. Ouais. Et en plus, tu peux même pas te mettre dans sa tête parce que tu te rends pas compte à quel point ça peut être stressant pour certaines personnes de passer sur un plateau de compète par rapport à l'entraînement. Et après, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais ce qui m'a aidé, et j'ai été hyper chanceux vis-à-vis de ça, c'est d'avoir des athlètes justement comme Redon Manouchi, comme Benjamin Hennequin, qui m'ont entouré depuis plus de 2 ans, de faire des séminaires avec eux en France, à l'international, parce qu'en fait, j'ai pu profiter de leurs 20 ans d'expérience, 20 ans et plus même d'expérience dans le sport que moi, j'avais pas du tout à ce moment-là. Ouais, non, mais c'est clair, ça doit être une super école. Après, ce qui doit être difficile pour eux, alors je l'imagine, hein, parce qu'en fait, j'en sais rien du tout, hein, concrètement, mais est-ce que c'est facile d'être coach quand tu as été athlète aussi longtemps dans ta vie, dans le sens où ça doit être hyper difficile de se détacher de ton expérience personnelle. Enfin, je sais que moi, j'avais discuté avec d'anciens membres aussi de l'équipe de France, dont une personne qui m'avait dit qu'elle ne souhaitait pas être coach pour ces raisons-là. Après, c'est des vocations, hein, mais qui m'a dit bah non, en fait, moi, je sais très bien me coacher, mais je connais que le haut niveau et l'exigence du haut niveau, et je me vois pas coacher dans une asso des gens de niveau, on va dire moyen, sans aucune prétention. Hein, c'est juste qu'elle dit pour moi le haut niveau, enfin, l'entraînement, c'est la pression, c'est le stress, c'est les gros objectifs. Et voilà, quoi. Même techniquement, je connais pas autre chose que ma propre technique, quoi. Eh ben écoute, je pense que justement, il y a un peu les deux profils d'athlètes parmi les deux que j'ai cités. Redon, il va beaucoup plus aller vers coacher des personnes qui ont justement des objectifs et pour qui l'haltéro n'est pas forcément juste un loisir, mais avec vraiment des objectifs de compète ou autre. Donc même s'il va coacher 2, 3 amis pour les dépanner ou autre, parce qu'il sait qu'il peut leur apporter beaucoup, je sais que lui, ce qu'il va kiffer faire, s'il coach quelqu'un, c'est parce qu'il coach quelqu'un qui a des gros objectifs en haltéro et en crossfit. Alors que Benji va être beaucoup plus dans si jamais il peut apprendre à quelqu'un un petit peu le démarrage, ça va beaucoup moins le faire chier, entre guillemets, de coacher du débutant. Après, Redon, je l'ai suivi et je l'ai eu sur des séminaires, et il sait très bien le faire, coacher des débutants, c'est juste que c'est pas un truc qu'il affectionne particulièrement. Donc, et je pense que c'est exactement pour ce que tu viens de citer, c'est que, premièrement, je pense qu'au bout de 20 ans dans le même sport, tu en as peut-être un peu marre de dire, répéter toujours les mêmes choses. Et en plus, quand tu te rends compte que les personnes, elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs que toi, tu pouvais avoir vis-à-vis du sport, tu peux avoir du mal à te mettre à leur place, justement, et avoir beaucoup moins de patience. Mm. Ouais, voilà, on arrive vraiment dans la psychologie de l'entraînement. Hein. C'est réussir à comprendre que tu es au service des autres et une fois que tu l'as compris, réussir à le faire parce que des fois tu le comprends, mais c'est dur d'aller contre sa propre nature, quoi. Hein. De toute façon, tu le vois, tu en as plein qui sont des anciens athlètes de haut niveau qui passent leur diplôme de coach pendant leur carrière d'athlète, mais ils finissent pas coach à la fin, sans doute parce que soit ils aiment pas tout ce qui est péda, soit justement ça les intéresse pas de coacher des personnes qui n'ont pas l'objectif du haut niveau comme eux l'avaient. Mm. Alors, puis tu as aussi des gens qui ont fait le tour. Hein. Je veux dire, dans tous les sports olympiques ou autres, tu as des exemples, hein, de gars qui prennent leur retraite et c'est fini. Ils sortent complètement de ce milieu-là, quoi. Volontairement, je veux dire, qui ont fait le tour de la question et qui ont envie de passer à une autre étape de leur vie complètement, quoi. Mais tu vois, c'est peut-être parce que j'ai jamais été un bon athlète en haltéro que je persiste dedans et que je me vois pas arrêter, justement. Bah écoute, on pourra faire un club si tu veux, parce que moi c'est pareil, hein, je continue à m'acharner. Et visiblement, j'ai pas compris.
Mais ouais, bah après le niveau, il a aussi tellement augmenté. Enfin, tu vois, moi quand j'ai démarré, sans prétention aucune, mais tu pouvais rêver de faire inter B, inter A, et tu pouvais même rêver, si tu avais un petit peu d'ambition, de peut-être être appelé sur des stages, des trucs un peu de détection. Bon, moi je te cacherai pas que ça doit faire 5 ou 6 ans que je fais inter B, pas forcément toute la saison, mais régulièrement. On m'a jamais appelé parce que je suis à l'échelle internationale ou même à l'échelle de l'équipe de France, je suis nulle presque, tu vois. Ouais, mais bah, jusqu'à un certain niveau, parce que je sais que les filles, surtout, les filles surtout pour tout ce qui est niveau national ou autre, c'est quand même plus abordable que les gars. Enfin, ça dépend des KT. Mais moi, j'ai par exemple eu des filles qui avaient par exemple 3 mois d'altéro, et en 3 mois d'altéro, qui ont réussi à taper les minima nationaux, dans les toutes petites KT 45 ou 49, alors que j'ai des gars qui font de l'altéro depuis un moment, qui sont rigoureux ou autres. Et par exemple, bah, dans ma KT, si t'es un moins de 89, atteindre un niveau national, ça va mettre quand même pas mal de temps. Mais après, comme tu dis, toi, tu es au niveau au-dessus. Donc, quand tu arrives sur les minima inter B, inter A, ça se rééquilibre plus parce que tu as beaucoup plus d'altéro au niveau international féminin que juste au niveau français. Donc, ça pique. Bon, après, je dis ça, c'est vrai que ces 2, 3 dernières années, le niveau a quand même bien gonflé, surtout avec le crossfit en France, chez les filles. Hmm. Ouais, bah là, de toute façon, ils en ont reparlé à la Fédé, je crois que ça va sortir cette saison. Les niveaux inter vont être remontés parce qu'ils veulent qu'il y ait une vraie scission entre le niveau national et international, enfin, dans les grilles, hein, j'entends, ce qui est déjà le cas en pratique. Mais c'est vrai que moi, je l'ai regretté parce que j'aurais aimé vivre ce rêve-là, probablement. J'ai trouvé que il y avait un ventre mou, je vais dire ça comme ça, entre national et international, dans le sens où moi, tu vois, je faisais inter B, mais que tu fasses national ou inter B, toi, t'es content, mais en vrai, on s'en fout parce qu'il se passe rien, tu vois. Moi, j'aurais aimé peut-être que, tout en étant lucide sur le fait que ça m'emmènerait pas au championnat d'Europe ni au championnat du monde, parce que là, c'est vraiment inter A ou olympique, que peut-être pour cette frange de la population, que ce soit homme ou femme, hein, d'ailleurs, parce que ça pourrait s'appliquer aux hommes également, que pour les inter B, il puisse y avoir des choses, je sais pas. Pour moi, ça aurait pu être juste des stages ou des rassemblements, tu vois, des trucs pour te dire, Je suis d'accord avec ou des tournois peut-être, tu vois, des tournois un peu informels qui soient organisés et où on invite officiellement les inter B sous bannière un peu équipe de France, même si on compte pas sur eux pour des échéances plus importantes. Mais c'est un peu la reconnaissance de ton travail et ton investissement. Et en fait, tu as l'impression que tu l'as pas trop, tu vois. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et bon, après, je vais arrêter de taper sur la Fédé à chaque fois que je fais un podcast parce qu'ils vont commencer à me tomber dessus. Mais je pense qu'il y a un problème au niveau gestion. Après, c'est probablement par manque d'argent. Même si parfois l'argent de la Fédé, on voit qu'il part dans des trucs qui sont pas forcément utiles pour le sport. Mais je suis parfaitement d'accord. Le problème, c'est que comme tu dis, tu peux avoir un niveau international. Et de toute façon, c'est la Fédé qui décide qu'ils envoient sur les compètes. Donc, c'est pas représentatif du niveau. Et c'est ce qui fait que Rudon, par exemple, a quitté l'équipe de France. C'est que sur certaines compétitions internationales, même s'il n'avait pas un total monstrueux à cause de son épaulé jeté, c'était le seul qui pouvait avoir peut-être une chance de médaille grâce à l'arraché, au moins sur un mouvement. Et il n'a pas été envoyé parce que il y a du copinage. On sait qui tire dans le club du président, on sait qui le président aime bien, qui l'aime un peu moins. Et du coup, ça va poser problème pour les athlètes. Et comme tu dis, quand tu es interbé, il faudrait qu'il y ait un système qui soit mis en place pour que, par exemple, à Tramelan, on n'envoie que les interbés français, par exemple, à la Roma World Cup, on n'envoie que les interbés français, à la compète à Malte, enfin des compètes en gros qui seraient pour une équipe de France, mais qui permettraient d'avoir beaucoup plus d'athlètes euh, nationaux, on va dire, dans le sens qui tirent pour la France. Parce que tu as des mecs qui viennent de Géorgie, qui est un tout petit pays, et quand ils débarquent et qu'ils voient le nombre de personnes à l'équipe de France, ils disent mais c'est normal que vous soyez nuls en altéro, en fait, vous êtes 6 en équipe de France, toute caté et tous sexes confondus. Bah, et puis tu vois, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on aurait pu emprunter au CrossFit parce que c'est quelque chose de très positif pour le coup. C'est que pour moi, envoyer par exemple des gens comme ça, Inter A, Inter B, qui sont pas en équipe de France officiellement, mais qui pourraient faire des petits tournois, c'est aussi créer la notion de collectif, tu vois. C'est une récompense, c'est vraiment de la reconnaissance de ton travail, et c'est un collectif qui se tire un peu vers le haut, c'est se faire des amis dans d'autres clubs, c'est avoir envie de partager autour de l'haltéro, de créer des dynamiques, et d'avoir ce sentiment un peu de fierté
de porter un peu les couleurs de ton pays, même si c'est pour un tournoi à la con dans un pays. Voilà, c'est pas le truc. C'est vraiment le truc de se dire en CrossFit, les gens ils payent de leur poche, hein, ils vont sur les compètes, ils font leur truc. Je pense que tu as beaucoup d'haltéros qui seraient prêts aussi pour vivre leur rêve, à participer un peu financièrement 1 à 2 fois par an sur des tournois, même en France. Hein, tu disais, il y a Tramelan en Suisse, mais enfin, moi, des fois, je regarde des tournois en France, je vois, je crois qu'ils sont 4 sur le plateau. Je trouve que ça fait pitié, quoi. Je me dis, putain, le nombre de personnes qui sont sur les listings, à qui on aurait pu envoyer un mail pour leur proposer de venir, ils seraient venus. Et on le fait pas, tu vois. Pourquoi? Même aux championnats nationaux, où tu vas voir chez les filles en plus de 89, bah, t'as personne, parce qu'il y a des minima qui sont très élevés et pas assez d'athlètes. Ça aurait pu permettre de donner la chance à des personnes qui n'ont pas forcément un niveau monstrueux de tirer. Et comme tu dis, au championnat de France, quand tu vois certaines KT où tu as 3 ou 4 personnes dans la KT, tu te dis qu'il y a un problème, parce que en fait, ça veut dire que si tu as un niveau tout juste national, tu vas pas te pousser, tu vas pas te dire je vais essayer de cravacher pour arriver à un certain niveau, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance en fait. C'est soit tu es dans le top du top, soit bah, t'es pas là. Ben, et puis tu vois, moi je l'ai déjà vécu. C'est un peu space. Il y a des KT en championnat de France où si tu y vas, tu peux être un ou deux. Moi, j'ai été confrontée à ça déjà, et j'ai souvent, parce que moi, je suis pile entre deux, enfin, je suis pile entre deux KT, c'est-à-dire soit je suis bien affûtée, je suis en moins de 71, soit j'ai forcé un peu sur le Burger King Oui, et raclette et Netflix, et, et je peux être dans la KT du dessus, sans forcément me sentir très bien dans ma peau, mais bon, voilà. Sauf qu'en fait, il y a des années où j'y suis pas allée parce que je me disais, moi, toute seule, en tant qu'athlète, si j'y vais et que je gagne alors que je suis toute seule, j'en serais pas fière. Et à la fois, si c'est vraiment ta caté de poids, c'est-à-dire si t'es pile au milieu, tu vas pas maigrir ou grossir pour aller dans une autre caté et dire oui, au moins j'avais des adversaires, je peux le comprendre oui, aussi, tu vois. évidemment. Mais je me dis, euh, autant d'efforts sur X années pour avoir une médaille où bah, j'ai gagné, oui, mais enfin, je sais pas, c'est un peu président des fromages blancs, quoi. Tu gagnes, mais t'es tout seul. C'est un peu décevant, quoi. Donc moi, j'ai souvent fait le choix d'aller dans une caté où il y avait du jeu parce que je voulais prendre de la bouteille, quoi. Je voulais faire du match, je voulais que ça se joue à 1 ou 2 kilos, et alors, pour le coup, j'ai pas été déçue hein, jusqu'à maintenant. Mais en vrai, humainement, c'est de bien meilleurs souvenirs. Mais c'est vrai que ça révèle aussi un certain déséquilibre, quoi. Ouais, je comprends parfaitement ton point de vue. Bon, bah écoute, je poursuis. On a fait plein de digressions et moi j'adore ça. Je pars sur une partie un peu plus prog et coaching à nouveau, mais une question qu'on m'a souvent posée aussi sur Instagram, comment bien intégrer un focus haltéro dans un entraînement lorsqu'on fait du crossfit? Bah, j'ai parlé Je suis nulle en haltéro, pardon. Je veux progresser. bah, je sais que tu as des coachs CrossFit purs qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, j'ai prêché pour ma paroisse pour l'haltéro. Après, je sais pas si c'est du même avis, mais pour moi, c'est un sport qui est tellement technique et qui, pour moi, parmi les différentes disciplines qui composent le CrossFit, est celui qui demande le plus. Parce que le niveau de gym CrossFit, il est très abordable. En gros, tu vas voir les gamins en baby gym à 7 ans, ils font du handstand, ils font du handstand walk, ils savent faire des muscle-up aux anneaux ou autres. Alors que tu vas voir les gamins à 7-8 ans en haltérophilie, ils font pas des snatchs à 102 sur un ladder ou autre. Donc pour moi, la discipline qui demande le plus de concentration sur le CrossFit, c'est l'haltéro, parce que c'est celle où le niveau est demandé le plus important. Et du coup, logiquement, c'est celle qui va demander le plus gros focus. Donc le focus, ça doit être essayer au maximum pendant certaines périodes de faire beaucoup d'haltéro, parce que enfin, la clé, c'est le volume et la fréquence, de toute façon, sur un travail là-dessus. Donc, travailler sur une prog spécifique haltéro pendant un moment, tout en incorporant des watts si on veut, sachant que plus on va en incorporer, plus on va augmenter le niveau de fatigue, et donc moins on va avoir de marge en fait entre le, la récupération et la capacité de progresser. Donc, essayer d'avoir un focus haltéro. Moi, à chaque fois que quelqu'un vient vers moi, je lui dis fais une prog spécifique haltéro pendant un moment. À la limite, le mieux c'est de la faire avec un coach qui peut regarder, parce que si tu fais une prog haltéro mais que techniquement il n'y a rien qui s'améliore, c'est pas top. Et un truc qui manque aussi en CrossFit, c'est faire une prog spé force pendant un moment. Quand je dis force, c'est sur les mouvements de squat, tirage ou autre. Parce que si tu bosses pas ton squat, tu deviens pas fort en squat. Et si t'es pas fort en squat, t'es pas fort en haltéro. Putain, mais alors ça, c'est une discussion j'ai eu plein de fois avec des coachs CrossFit. Quand tu prends la pyramide CrossFit,
Alors, c'est pareil, en général, je me fais pas forcément que des amis en disant ça, mais oui, il y a la base, métabolique, conditioning, machin, bidule. N'empêche que moi, quand je regarde la pyramide de la force, à la base quand même du triangle, il y a la force max, et il n'y a pas d'endurance de force sans force max déjà bien développée. Donc je me dis, c'est très simple, hein, même chez les filles, hein, je regarde ça chez les filles, allez, qui démarrent le crossfit, t'as pas de force dans les jambes parce que t'as un petit RM, et ben faire des wall balls, qui est vraiment un mouvement d'endurance de force avec une charge externe, même si elle est que de 6 kilos entre guillemets, et ben c'est pas pareil que quelqu'un qui a un max à 100 au back squat et qui va te faire des séries beaucoup plus facilement. Alors oui, on va dire c'est à l'avantage des grands ou je sais pas quoi. Non, c'est à l'avantage des grosses cuisses, tu vois. Enfin, faut dire ce qui C'est est. évident, tu vois, Marin, quand il a débarqué sur le CrossFit, Marin, qui bosse avec moi, il a une capacité cardiovasculaire proche de zéro. Par contre, il a tapé des WOD avec des crossfitters avec du barbell qui était relativement lourde pour le crossfit, avec par exemple des thrusters à 60. Et en fait, malgré son cardio pourri, les thrusters à 60, il les bouffe, quoi, parce qu'il fait 4 fois et demi ça en squat. Donc même s'il n'avait pas de cardio, il est tellement moins éprouvé par une barre à 60 kg qu'en fait, il bougeait sur des mouvements avec barre mieux que des mecs qui bouffent des thrusters à 43 en permanence, quoi. Bah ouais, mais je sais pas, moi ça me semble évident parce que, enfin, je sais pas, la puissance c'est un ratio entre force et vitesse, donc oui, ok. Mais si t'as pas de force, du coup t'as moins de puissance. Enfin, je veux dire, c'est QFD. Mais Donc je me dis, je trouve ça dommage d'avoir aussi peu de focus force. Et moi je vois des fois des crossfitters, tu vois même que quand le recrutement moteur est pas bon, quoi. Tu vois, ça lève le cul, ça prend tout en dos. Du coup, en fait, comme ça s'entraîne comme ça sur beaucoup de mouvements de ce répertoire-là, ben, ça développe un dos monstrueux. Et du coup, après, t'as du mal à revenir en arrière. Tu vois, t'as des gens qui ne se servent jamais de leur quadri ou de leur chaîne postérieure, quoi. Enfin, ben, on va dire de la force dans les ischios. sachant, Le dos, c'est j'imagine que tu es encore. d'accord aussi, la technique, en fait, c'est les placements et les timings. Et pour corriger les placements, pour mettre en place des remédiations techniques, il faut mettre en place du renfort P, quoi. Comme tu dis, quelqu'un qui lève les fesses sur un arraché max, c'est pas en lui disant lève pas les fesses souvent qu'il va bosser, c'est lui faire faire du squat, du tirage, et essayer de le renforcer musculairement pour qu'il puisse être en capacité de le faire. Parce que c'est pas qu'il n'est pas conscient qu'il lève les fesses, sauf certaines personnes qui font des départs le plus vite possible n'importe comment, mais la plupart du temps, c'est juste qu'il n'a pas la force pour se mettre dans les bonnes positions. Et si t'as pas les bonnes positions, t'es pas performant en haltéro. Ouais, puis t'as beaucoup de raccourcis, je trouve, qui sont aussi à mettre un petit peu en perspective, parce que moi, j'ai déjà entendu des filles, hein, surtout, me dire, ouais, moi, je veux pas faire trop d'haltéro, parce que si je grossis, je serai plus lourde en crossfit, si je suis plus lourde en crossfit, je serai moins bonne en gym. Ah, putain, si je devais choisir un sport de force qui me donnait le plus sur un corps de lâche, j'aurais choisi l'haltéro. Alors que je me dis, bon, quand tu travailles sur de la force, tu seras pas forcément sur du volume musculaire. Enfin, je veux dire, par exemple, chez les filles, moi, je triple pas de volume, tu vois. D'abord parce que j'ai pas beaucoup de testostérone, forcément. Et puis, ben voilà, le travail de force, ça ne fait pas forcément prendre du muscle. Après, si tu arrives et que tu es taillé dans un bâton de sucette, évidemment que tu vas prendre de la masse, faut pas se leurrer. Et encore, c'est surtout dans l'alimentation, je te l'apprends pas, hein, que ça va se jouer au niveau de la prise de masse. Mais bon, du coup, pour moi, un travail focus haltéro, ça va pas forcément amener à une grosse prise de masse corporelle et donc à une détérioration de tes mouvements gymiques, quoi. Mais de toute façon, je suis pas sûr que la réponse hypertrophique, quand tu fais des séries de 2, des doublés en squat, elle soit supérieure à faire un 21-15-9 avec des thrusters, hein. Je pense même que l'hypertrophie apportée par 45 répétitions sur un temps de 5 minutes d'entraînement, elle va être largement supérieure à l'hypertrophie que si tu fais 6 doublés lourds en squat. Moi, j'en suis quasiment persuadée, hein, Bah, franchement. de toute façon, tu regardes le physique des haltérophiles pro et des crossfitters pro et tu comprends vite quel sport t'apporte le plus d'hypertrophie, hein. Bah oui, j'ai envie de te dire, regarde même le physique des gymnastes maintenant. Les gymnastes hommes, voilà, ça n'a pas encore trop évolué, je trouve. Enfin, quoi, après, il faudrait demander à ton collègue, mais les filles, c'est impressionnant. Les filles, c'est plus les petites Russes de 14 ans d'il y a 20 ans. Les Américaines qui sont au top niveau, en l'occurrence. Je pense à Simone Biles, par exemple, qui est très connue. Enfin, tout le monde connaît même sans être gymnaste. Elle est tankée, quoi. Bah, du haut du corps, et en plus, elle a des cadres d'haltéro, quoi, quasiment. Bah ouais, Franchement, elle fait pas de force max sur les jambes 5 fois par semaine. je pense pas. Question suivante.
D'après toi, pourquoi le CrossFit est un vivier de nouveaux haltéros de bon niveau, et pourquoi l'haltéro classique ne parvient pas à former autant? Et pourquoi en gros, elle remplit plus son rôle quoi, hein, si on va un peu plus loin? assez vaste, mais je pense que le CrossFit, avant d'être un vivier d'haltéros de bon niveau, c'est un vivier d'athlètes de haut niveau, déjà de bon niveau. Parce que déjà, c'est beaucoup plus sexy comme discipline au premier abord. Je suis pas persuadé que ce soit la méthode au CrossFit qui fait que ça forme des CrossFitters top, mais que déjà le vivier d'athlètes que tu as de base est beaucoup plus important. Après, c'est sûr que tu dois avoir pas mal d'assauts haltéro où tu as des coachs qui s'entraînaient pendant les années 70, du coup avec les produits qu'il y avait à l'époque et qui essaient de mettre en place les mêmes méthodos, qui doivent pas être hyper performants au niveau coaching. Alors qu'au moins, tu te dis, souvent quand tu as des jeunes en CrossFit, c'est parce que le coaching est beaucoup plus jeune, tu dois avoir plus de remise en question, tu dois avoir des techniques plus modernes, donc ça doit jouer un petit peu. Mais après, je pense vraiment que la base de cette différence entre le vivier CrossFit et le vivier haltéro, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde en CrossFit et qu'il y a beaucoup plus de monde qui peuvent venir enfin, qui sont déjà des athlètes de base. Et du coup, hein, si je vais un peu plus loin dans cette question, à ton avis, est-ce qu'on peut réussir dans les 2 disciplines en même temps? Bah, ouais, tu peux, mais jusqu'à quel stade? Parce que le seul exemple que tu peux avoir, c'est Tia Toumi, qui est meilleure crossfiteuse mondiale et qui a fait les JO en haltéro. Mais après, est-ce que réussir, c'est être championne olympique? C'est vrai qu'elle est allée aux JO parce qu'elle était dans une nation où il n'y avait pas d'autres haltéro. Elle n'avait pas le niveau, en gros, de faire un plateau aux JO. Et après, tu le vois, en gros, les meilleurs crossfitters du monde, quand tu vois leurs barres à l'arraché, c'est des barres qui sont faites par des filles en haltérophilie, en gros, sur le snatch ou même sur le clean and jerk. Donc tu peux performer dans les deux disciplines. Après, ça dépend de ce que tu appelles performer. Tu peux atteindre un niveau national si tu es crossfitter en haltérophilie. Par contre, si tu veux finir aux Jeux Olympiques et faire un épaulé jeté en moins de 81 à 200 kg, alors que tu bosses autant de haut de gymnastique que ton haltéro, je pense pas que ce soit possible. Et après, il y a un peu l'imposture aussi dans le crossfit, des gens qui se disent crossfitters avec des super perfs en haltéro, alors que les mecs, ils sont autant crossfitters que moi, ça veut dire qu'ils vont faire un mois dans l'année quelques hauts pendant leur prépa foncière, mais en fait, c'est des haltéros à 100%, de crossfit, ils en ont que le nom, et du coup, tu as des gens qui vont dire, ouais, mais regarde, lui, c'est un super haltéro qui est crossfitter, mais en fait, non, il est pas crossfitter, il est haltéro, le mec. Mais pas assumé. Bah, je sais pas si c'est pas assumé, je sais pas si c'est business, parce que du coup, T'en as dans les salles. Je veux dire qu'au bout d'un moment, quand les 3 quarts de ton entraînement, c'est des WOD ou des choses à la barre, peut-être que c'est temporaire, mais t'es plus un haltérophile qu'un crossfitter, dans la définition. ouais, parce que tu vois, moi, une fois par semaine, je m'amuse à faire des handstands, des trucs comme ça, du coup, je peux dire que je suis crossfitter. T'es même pire, t'es un Voilà, je gymnaste. suis gymnase, je suis crossfitter parce que de temps en temps, quand je trébuche, je cours sur 2-3 mètres pour pas tomber. Du coup, je suis un crossfitter qui a un snatch à 130, super. Ah putain. Attention, parce que si tu commences à faire un peu de ski erg et que des fois tu tires sur tes potes avec un nerf, tu fais du biathlon aussi, hein. Ouais, en tout cas, tu vois où je veux en venir, c'est que la question c'était est-ce qu'on peut perfer dans les deux disciplines? Oui. Par contre, tu seras pas le meilleur du monde en crossfit si tu fais de l'haltéro à 100% et tu seras pas le meilleur du monde en haltérophilie si tu fais du crossfit. Et de la même manière, je pense que si tu fais du spécifique haltéro, tu performeras plus que si tu fais de l'haltéro et du crossfit. Et si tu fais du spécifique crossfit tout le temps, tu performeras plus que si tu essaies de coupler les deux. Putain, cette phrase, on aurait dit un extrait de tu peux tromper une fois Ouais, 15 c'était personnes, mais j'ai failli m'en mêler un petit peu les pinceaux là. Non, mais c'est moi aussi, je te pose des questions, s'il te plaît. Question suivante à nouveau. En matière de programmation, c'est pareil, hein, je pense que tu vas me redire des choses que tu as déjà dit, mais quel est ton top 3 des trucs qui marchent et ton top 3 ton flop 3, on va dire, des trucs à surtout pas faire? Pour l'haltéro, c'est bosser la force. Bosser le squat en gros. Dans le top 3 de la programmation. Parce qu'elle est souvent mise de côté. Parce que par exemple, quand tu vois les mecs ce que tu vois au niveau international qui ont beaucoup de visibilité parce que c'est les meilleurs athlètes mondiaux, encore une fois, bon, je parle que de ça, mais c'est parce que j'en suis persuadé. C'est des mecs qui sont chargés. Et quand tu es chargé, le premier truc sur lequel tu performes, c'est la force. Et en fait, tu as besoin d'un volume et d'une fréquence d'entraînement de force qui est beaucoup moins important. Et donc, ces mecs-là peuvent se concentrer à fond sur les mouvements techniques, bosser les mouvements techniques en permanence parce que la base de force, ils l'ont. Donc, il n'y a que la technique, en gros, qui va leur permettre de passer le cap suivant.
alors que pour des athlètes qui sont naturels, il va falloir bosser la force à fond pour réussir à progresser sur l'haltéro. Et, l'haltéro, de toute façon, c'est un sport de force en premier. Donc, si tu n'as pas de force, tu ne performes pas. Et si tu squattes pas 140 kg, tu peux pas penser un jour, même si tu es le plus efficace possible techniquement, snatcher 120. Et après, je pense que tu es d'accord avec moi. Tu dois avoir plein de mecs qui se cassent la tête sur la programmation, sur le travail technique ou autre, alors que les mecs sont déjà méga efficients. Et tu dis, bah, en fait, si tu arrivais à avoir une technique encore plus efficace sur ton arraché, tu prendrais peut-être 5 kilos sur ton arraché actuel. Par contre, si tu te concentres sur ton squat et que tu prends 20 kilos en squat, c'est pas 5 mais 10 kilos que tu vas prendre sur ton arraché. Et je pense qu'il n'y a pas assez de focus justement sur le travail de force et qui doit vraiment être en première ligne pour progresser en haltéro. Après, le problème en crossfit, c'est que tu vois les crossfitters de haut niveau qui sont pas spécialement forts en squat, et du coup, tu peux dire, bon, bah, je vais essayer de faire comme eux, du coup, pas trop bosser le squat, parce que 200 squats, c'est suffisant pour aller aux Games, et tu penses qu'avec 200 squats, toi, tu vas être assez efficace pour épauler jeter 170, mais c'est rarement le cas. Mmh. Ouais, bah, on l'a vu hein, sur le ladder ou autre, une différence de force, ça fait une grosse différence de classement, mine de rien. Sur le ladder, on l'a vu aussi sur le CrossFit Total, ou même pendant la phase un peu plus, la première phase des Games, avec le max en front squat. Moi, j'étais hyper impressionnée par certaines barres chez les filles. Et à l'inverse, alors toute proportion gardée, hein, évidemment, moi je suis là, je te parle, je suis dans ma cuisine, alors c'est facile, mais j'étais impressionnée, entre guillemets, dans le mauvais sens, de voir certaines barres assez faibles chez les femmes, en me disant, bah oui, forcément, tu peux pas te mettre au même niveau que celles qui sont dans le top 3, quoi. Il y a un trop gros delta. De toute façon, tu vois, c'est un peu représentatif. Bon, après, c'est vrai que c'est ceux qui ont la meilleure technique haltéro, mais les deux qui ont gagné le ladder au snatch, par exemple, sont les deux qui ont gagné le squat, qui ont fait le plus lourd en squat lors du CrossFit Total. Donc il y a une corrélation. Bah, bien sûr, c'est pas étonnant. Hein. Ouais, elle est certaine la corrélation. Et tu vois, tu peux être le plus dégueulasse du monde techniquement, je reparle de Marin qui est avec moi, mais il a commencé l'haltéro, c'est le mec le plus raide que je connaisse, et il a arraché de 100 quasiment en muscle des blocs, juste parce qu'il squatte 250, quoi. Mm. Ouais, ça a dû vous donner envie de le gifler un peu quand même, non? Ah bah surtout vu le temps que j'ai mis moi pour arracher 100 kilos. Après, c'était assez dégueulasse pour qu'on puisse lui reprocher quelque chose sur le mouvement quand même. Il n'y a pas pu. Ouais. Heureusement, parce que là vraiment c'est trop agaçant sinon. Ouais. Enfin, souvent, les strongmen et les forceux qui tiraient des barres, ils sont souvent agaçants. Tu parlais tout à l'heure Ah, du plan Catalyst. ouais, Euh, on est toujours sur le top 3 et flop 3. non, attends, j'allais passer sur la suite, désolé, Ah, excuse-moi, je t'ai pas laissé je vais pas te donner donner ton d'autres. flop 3, Je vais pardon. pas te donner d'autres du top 3 parce qu'on en a parlé déjà pas mal sur tout ce qu'on a dit avant. Par contre, sur le flop Ouais. 3, pour moi, en programmation, le pire, c'est trop en faire. Trop en faire. Mm. Chez les haltéros, c'est les mecs qui vont passer 4 heures à la salle, même s'ils ont compris qu'il fallait pas faire que du lourd tout le temps pour pas défoncer le système nerveux, mais qui vont faire 4 heures de travail barre à vide, de semi-technique, de machin pour essayer de progresser, alors qu'en fait, bah, ils vont se créer d'autres défauts, ça va merder. Et après, sur les crossfitters, ceux qui veulent surtout pas laisser de côté une des disciplines, du coup, font un spé altéro. Par contre, ils ont une séance de course le matin où ils vont à la piste, et ils se font 2 watts par jour en plus. Et cela, c'est. En fait, ils pensent que ça marche au mérite de celui qui va s'entraîner le plus, ça va marcher, mais c'est pas ça du tout. C'est celui qui va le mieux s'entraîner. Et mieux, c'est très rarement plus. Dans les gens que je suis, je préfère limite que les gens, quand je leur fais une prog, ils en fassent un peu moins, plutôt que d'en faire plus et de s'en rajouter. Ouais, ça c'est clair. Hein. Putain, moi j'ai eu ça des fois, parce que forcément quand j'avais la structure haltéro dans la salle de CrossFit, t'en as des fois, hein, ils font l'haltéro, et à la fin ils vont faire un WOD. Et bah, j'aurais préféré qu'ils fassent une série de squats en plus, plutôt que d'aller faire un WOD juste derrière, quoi. Ou alors qu'ils fassent un peu de mobilité s'ils sont un peu raides ou des trucs comme ça, mais enfin, je sais pas, le trop est l'ennemi du bien, quoi. C'est. Bah tiens, vu que tu viens de le dire, on va rajouter ça dans le top 3, la mobilité. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a Ah. des gens qui sont mobiles, mais Mm. pour 90% des mecs et 50% des filles en haltéro, bon, je sors les pourcentages de mon chapeau, hein, mais euh, le truc qui va les faire le plus progresser, c'est la mobilité. Si t'es pas à l'aise en overhead squat, tu seras pas à l'aise en arraché flexion. Donc, c'est Ouais, et puis quand t'es bien mobile, des fois tu sauves des trucs, ça te rend quand même un peu service. ouais. Et le piège aussi, c'est quand je sais qu'en CrossFit, par exemple, tu as la différence squat snatch et power snatch.
Et du coup, en CrossFit, la majorité des mecs un peu raides, ils vont se contenter d'un arraché tout juste à la parallèle en disant bah, c'est bon, j'ai fait mon arraché flexion. Alors que l'objectif, c'est quand même de passer sous les barres les plus basses possibles. Et comme tu dis, quand tu es mobile, plus tu vas être basse sur un squat avec une flexion complète de l'articulation de la cheville, du genou et de la hanche, plus ça va être facile de sauver une barre qui a une petite erreur de trajectoire. Même si ça paraît pas au premier abord, on se dit plus on est bas, plus c'est dur. Mais en fait, quand tu es en demi-flexion, sauver une barre, dès que tu as un peu de jeu sur les genoux et les hanches, c'est fini. Alors que quand tu es en flexion, tu peux naviguer en fait entre les articulations pour sauver une barre. Donc faut en bouffer. Et c'est pour ça que toutes les personnes que j'ai qui n'ont pas une super flexion, quand ils commencent avec moi sur les progs, je leur fais faire des arrachés avec pause 10 secondes en réception. Et en fait, pendant les 10 secondes, l'objectif, c'est gratter 1 cm de flexion ou 2 cm par rep, par séance, par semaine et par mois. Et petit à petit, c'est comme ça que tu deviens mobile, quoi. Ouais, et puis c'est souvent mal compris la mobilité. Enfin, tu vois, j'ai un exemple en tête. Moi, j'avais ça il n'y a pas si longtemps dans une salle de CrossFit où je suis allée m'entraîner, où le coach m'a dit, sans savoir, je pense, hein, c'est pas méchant du tout, mais en gros que j'allais trop bas sur mes squats. Et il m'avait dit pareil ensuite C'est pas méchant, mais c'est triste. sur des squats clean, en me disant bah oui, tu te fatigues. Et je lui dis non, mais attends, mais moi si je m'arrête à mi-chemin, juste en dessous de la parallèle, que je bloque et que je repars, bah, je fais pas le même pourcentage. Non, mais t'as les quadris qui Tu vois, explosent sur la réactivité pour la choper en demi. Ouais. je sais pas, moi je vais chercher mon amplitude naturelle, je me pose pas la question. C'est la longueur de mon muscle, quoi. C'est ni plus ni moins, quoi. Mais je te jure que j'ai entendu ça vraiment pas mal de fois, hein, sur les trucs de dire bah descendez pas jusqu'en bas, arrêtez-vous avant, comme ça il y a moins de distance à parcourir, donc c'est plus facile. Ouais, non, mais ça, Ah bon. j'ai pu le dire à des personnes qui se relâchaient parce qu'ils allaient trop bas. Enfin, ils n'arrivaient pas à maintenir un certain gainage parce qu'ils allaient en flexion. Mais si c'est juste parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de chemin, c'est très con comme réflexion. Ouais. Parce que, ouais, Ouais, puis le temps d'arrêt, enfin, je sais pas toi, mais moi, il me coûte, bah, de hein. toute façon, c'est simple, tu regardes bon, c'est pas valable pour tout le monde, mais la majorité des personnes, quand ils vont faire un arraché ou un épaulé debout lourd, bah, très lourd sur un record par exemple, en gros ils vont la choper en demi-flexion, c'est tellement plus dur de repartir que quand tu vas chercher un rebond en squat. En fait, t'as pas le réflexe motatique, tu es uniquement sur de la contraction. Limite, tu fais de l'isométrie pendant une fraction de seconde et après tu dois repartir, mais tu n'as aucune contraction réflexe, tu n'as pas de rebond du tout. Il me reste une question dans ce bloc-là. Tu as évoqué tout à l'heure le plan de Greg Everett en expliquant notamment que c'était plus adapté aux filles. Donc, à ce sujet-là, programmer et du coup un peu plus largement entraîner des filles, qu'est-ce que ça change par rapport à l'entraînement des hommes? Parce que toi, tu en as quand même aussi pas mal dans ta salle. Est-ce que tu as observé des différences notables, on va dire? Alors, physiquement et psychologiquement, ces deux trucs différents. Physiquement, dans les grandes lignes, ça veut dire que ça peut pas être valable pour toutes les filles ou pour tous les mecs, et au sein même d'un sexe, va y avoir des différences. Mais en gros, plus un athlète est grand et costaud, par exemple, plus il va avoir du mal à encaisser un gros volume. Euh, pour moi, de mon expérience, quelqu'un qui est longiligne, par exemple, les squats, ça va beaucoup plus le taper musculairement et sur le système nerveux qu'un mec qui est bréviligne et qui squatte sur place. Pareil, du coup, par rapport au poids de corps, un mec qui tire en moins de 55, du coup, qui soulève des charges moins lourdes, même s'il est moins lourd, ça va moins le fatiguer qu'un mec qui est en plus de son âge sur des charges plus conséquentes. Et du coup, avec cette logique-là, les filles qui plus souvent ont des gabarits un peu moins costauds que les mecs, elles vont pouvoir encaisser un volume d'entraînement qui est pour moi plus important, sachant qu'en plus hormonalement, elles vont avoir moins de fluctuations au niveau de la testo que les mecs et donc moins de ressenti de fatigue avec un plus gros volume. Donc les filles, j'accepte plus souvent de leur mettre plus de séries, plus de reps, pas forcément plus d'intensité, pas forcément plus lourd, mais un plus gros total de volume d'entraînement sur une séance et sur une prog. Donc ça va être la différence pour moi au niveau physique et physiologique. Tu me diras après si tu es d'accord ou pas du tout. Et après, au niveau psychologique, bah, la difficulté, pareil, encore une fois, c'est pas pour toutes les filles, mais pour la plupart, c'est la confiance. C'est la confiance quand on arrive sur les barres lourdes, c'est la confiance pour passer sous des barres, et la confiance en compétition qui peut aussi poser problème, plus que les mecs, qui eux jouent un peu plus à l'ego, et le plus souvent, ils arrivent en compète, justement, peut-être trop confiants pour certains, en se prenant pour des Spartiates. Donc ça cause d'autres problèmes, mais c'est complètement différent des filles qui, elles, doivent être rassurées parce que elles ont tout pour performer, sauf la tête.
Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur les deux points. Physiquement, tu vois, moi, entraînement équivalent, j'ai souvent remarqué que je récupérais mieux. Et c'est pas propre à moi, même si c'est quand même quelque chose de très personnel. C'est prouvé qu'en général, les filles sont un peu plus gâtées niveau récup. Euh, Par contre, effectivement, mentalement, je pourrais pas faire un raccourci de type dire que c'est plus faible, parce que c'est un peu péjoratif, mais je trouve que les filles, elles ont beaucoup plus besoin d'intellectualiser à la fois l'approche de l'entraînement et l'approche de la compétition et l'approche de l'adversité aussi. Tu vois, euh, ce que je peux dire moi à des mecs avant d'entrer sur le plateau, ce sera pas du tout le même type de message que ce que je vais dire aux filles. Et à l'inverse, j'ai déjà eu des retours de filles et de garçons. Les filles, elles seront beaucoup plus sensibles à l'échauffement en compétition. Par exemple, si ça se voit sur mon visage que je suis pas contente de leur technique ou que je suis stressée parce qu'aujourd'hui elles tirent pas super bien, alors que les garçons, mon visage, ils s'en foutent quoi, tu vois. Par contre, les filles, tu leur transmets très rapidement un stress. Donc tu dois, en tant que coach, être beaucoup plus conscient de ça et beaucoup plus attentif à ce que tu vas renvoyer dans le discours et même dans tes attitudes physiques presque, tu vois. Moi, je sais que je discute beaucoup plus avec les filles en amont de ce qu'on va chercher le jour de la compète et des progressions potentielles, parce que je sais que si je sors un truc trop éloigné de ce à quoi elles s'attendent et que je leur dis le plateau dans 30 secondes, c'est la panique. Je suis parfaitement d'accord. Moi, les filles viennent me voir, elles m'envoient des messages 2 semaines avant la compète pour savoir combien on va mettre comme barre, combien on va mettre en deuxième barre, combien on va aller chercher, quelles vont être les barres d'échauffement. Les mecs, ils sont en slip à la pesée et ils me disent on met combien en première barre. Ils n'ont rien à taper. Euh, Après, pareil, ça n'engage que moi, c'est vraiment une observation de ma part, il n'y a rien de scientifique. Mais c'est vrai que chez les filles aussi, tu as vraiment deux types. Tu as celles qui souvent sont un peu plus discrètes au niveau de leur personnalité, qui vont pas avoir tendance à être hyper extraverties, à crier ou autre, qui vont être vraiment plus dans cet extrême de la sensibilité dont tu parles. Alors que tu en as d'autres qui sont un peu plus bourrines, qui sont un peu plus je sais pas comment dire, je vais pas dire garçon manqué, ce serait très con, mais qui sont plus des brutasses en gros, qui vont être beaucoup moins dans le doute et beaucoup plus se rapprocher de justement sur les entraînements de l'agressivité que peuvent avoir certains mecs sur les barres et en compétition pareil. Alors, tu vois, moi, j'ai vu ce que tu dis et j'ai vu l'inverse. Parce que moi, forcément, je suis en nationale, j'étais dans des équipes que de filles, donc j'ai eu l'occasion aussi d'en voir en tant qu'athlète, que je coachais pas forcément d'ailleurs. Hein. Et des fois, c'est maquillé comme ça. Tu vois, moi, j'ai des copines qui gueulent comme des putois, et en fait, ça masque juste leur niveau de tension intérieure, quoi. Et moi, je me rappelle que quand j'ai démarré, je regardais les gens qui tiraient mieux que moi, que je prenais un peu en exemple sur les compétitions. Et mon objectif, c'était de me dire, j'aimerais que quand on me regarde, on se dise, c'est la force tranquille, tu vois. J'arrive tranquille sur le plateau, je me place tranquillement, je fais mon truc, il y aura quand même de l'énergie, il y a quand même de la puissance, etc. C'est de l'haltéro. Mais, et parce qu'en fait, quand je regardais les vidéos de mes débuts, ça se voyait que j'étais intimidée et j'avais l'air de m'excuser d'être là. Tu vois, je faisais ma barre, je la lâchais, je sortais tout de suite. C'est des limites, je n'allais pas partir en courant, tu vois. Et du coup, on sentait le manque de confiance. Par contre, des fois, j'arrivais, je me mettais à crier parce que c'était ce que faisaient certains ou certaines. Et en fait, c'était pas moi, tu vois. Je me disais, putain, j'ai l'air d'une cruche, quoi. Je suis là, j'arrive, je queen un petit coup. Ça, en fait, moi, ça m'a rien fait, j'ai juste gueulé, quoi. Et en fait, par rapport au truc de Takano tout à l'heure, ça se rapproche un peu de ça, je trouve. C'est automatiser à l'entraînement l'attitude qui te correspond et au maximum le jour de la compétition, reproduire tout ce que tu fais, la même routine d'échauffement, la même routine de gamme. Moi, j'insiste vachement sur le travail de gamme à l'entraînement pour se dire est-ce que c'est 25, 35, 45, 55, après c'est 60, puis c'est 64. Quand on monte à l'entraînement, ça doit être la même montée en gamme. C'est du réglage, de prépa mentale un peu de comptoir, hein, mais c'est voilà, c'est les mêmes barres, c'est la même chose. J'ai même des filles qui des fois s'entraînent avec leur combi à l'entraînement parce que je sais pas, Ah bah, c'est un j'en force certains à faire ça. ça fait partie de ce process un peu d'automatisation et du coup de confiance.
Ouais, donc quand tu dis en combi, j'imagine que tu mets en place toutes les conditions de compète, du coup, pas forcément de musique, essayer d'avoir un temps de passage ou autre. Ben, ça dépend. Ça dépend des séances, ça dépend des gens, ça dépend des moments de la saison. En général, quand on est en combi, c'est souvent sur la séance du samedi où il peut y avoir de la gamme. Donc il n'y aura pas forcément de temps de passage parce que des fois ils se régulent d'eux-mêmes. Tu vois, il y en Ouais. a qui sont à la charge plus tôt, donc ils vont passer plus tôt, mais ils se donnent un espèce d'ordre un peu non dit entre moi je passe après machin, je passe après bidule. Par contre, la seule chose sur laquelle j'insiste, c'est effectivement pas de musique trop fort. Après, qu'ils mettent ou pas leurs écouteurs, ça me dérange pas, parce qu'en compète, ce sera la même chose. Évidemment, pompe d'altéro et combi, et surtout 3 passages. Voilà. Je suis pas adepte de on l'attend 5 fois et on l'a fait à la 5e, on met la vidéo sur Instagram et on se branle un peu les couilles en se disant que c'est génial, tu vois. Moi, je vois ça, j'ai pas, enfin, je suis dure. Je sais que je suis dure parce que moi, on m'a appris de cette façon-là, mais j'aurais du mal à féliciter un de mes athlètes dans ce contexte-là. Parce que c'est pas ce que j'attends de lui et que objectivement, moi, je le prépare à être prêt pour un certain format de compétition. Et si ça s'est pas passé comme ça, ben ça n'a pas de sens, quoi. Ou alors, voilà, il peut y avoir des exceptions, mais globalement, je trouve que c'est important de, en tout cas moi ça a été, c'est le cas pour moi, je trouve que c'est important de transmettre aussi l'auto-exigence, tu vois. Je suis bien d'accord. Mais je pense que c'est féminin ça. Je pense que les filles en haltéro elles sont beaucoup plus perfectionnistes. Ah bah ça, c'est une galère. Mais Ouais, à tout niveau, hein, les cours, je vais pas dire lambda, mais les cours des personnes qui sont pas vraiment des haltérophiles que j'ai en classe, en fait, comme je pourrais avoir en WOD, les filles sont tellement plus appliquées que les mecs. C'est parce que, bon, non seulement elles sont souvent plus mobiles et plus coordonnées, mais en plus, c'est celles qui s'appliquent le plus, c'est celles qui sont les moins dissipées, c'est celles qui viennent me voir après la séance pour avoir des conseils en plus parce qu'il y a des trucs sur lesquels elles sont pas sûres, alors que les mecs, bah, c'est des brutus, quoi. ouais, non c'est cliché mais c'est tellement ça. C'est peut-être cliché, mais en tout cas, c'est de mon expérience que je vois depuis 3-4 ans, quoi. Non, mais même pour aller plus loin, tu vois, en général, les garçons, c'est rigolo, hein, mais ils sont vachement. Après la compète, on va bouffer au resto et on se fait une pinte, quoi. Alors qu'à l'inverse, j'ai des filles, je sais que si elles font une mauvaise compète, elles peuvent arrêter. Bon, après Pas toutes, pas les mieux. les filles, vous êtes chiantes là-dessus parce que pour vous, faire un 5 sur 6 et un PR au total, c'est une mauvaise compète parce que vous avez raté une barre. Ouais, ça dépend des filles, ça dépend des objectifs, je trouve, parce que, enfin, tu vois, moi, je sais que j'ai des filles comme ça aussi, donc on en discute vachement en amont, parce que des fois, on vient chercher un total, donc même si c'est 2 sur 6, si on a le total, bien sûr qu'on sera pas super content, mais ça va. Bah, C'est pareil quand on, tu connais Mehdi, tu, qui était à la SPT. Pour oui, lui, la meilleure compète que tu puisses faire, c'est gagner avec un 2 sur 6. Et encore mieux si tu passes que ta troisième barre sur chacun des mouvements. impossible Après, pour moi. si ton coach, si ton coach n'a plus d'ongles parce qu'il a tout bouffé pendant ton échauffement, ça c'est pas grave. Non, impossible pour moi, parce que, bah, pareil, après, ça reste personnel, hein, mais moi, je suis très amie avec Mélanie Bonamant, que je connais depuis des années maintenant. Mélanie, elle a commencé l'haltéro, elle devait avoir une dizaine d'années, elle a été à l'INSEP, elle a fait des championnats d'Europe, elle a eu des Ouais, elle était médailles, en équipe etc. jeune. En junior, voilà, bref, elle est très expérimentée, je la vois très peu échouer, elle a un geste qui est, voilà, qui est très très bien, elle a un gros mental, et elle n'a jamais bullé de toute sa vie. Moi, ça fait un peu plus de 6 ans, bientôt 7 que je fais de l'haltéro, 6, non 6, bref. J'ai jamais bullé. Et pour moi, c'est entre guillemets, je fais mon taf d'athlète, mais c'est aussi mes coachs qui ont fait leur taf. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas mettre une première barre à un athlète si je suis pas sûre qu'il va la faire. Après, t'as des contre-exemples, hein. T'as des gens qui, des fois, à 20 kilos en dessous de leur max, ils sont maxi stressés et ils te font une bouse. Bon, bah, c'est tout. Tu vois, ça arrive, hein. C'est pas grave. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont déjà bullé qu'il faut avoir honte de soi, etc. Mais moi, je veux pas construire, surtout chez les filles, de peur du match, du fait de voilà arriver trop régulièrement rater le premier essai, parce que sinon ça devient une psychose.
Et le jour où il y a encore plus de pression, par exemple aux fédéraux ou aux France, si ça t'arrive, là tu peux faire une patate, quoi. Bah écoute, je m'étais fait pas tailler, mais il y avait un coach d'un autre club qui s'était foutu de ma gueule parce que certaines des filles que j'ai, les débutantes surtout, enfin débutantes, pas spécialement débutantes en haltéro, mais débutantes en compète, je leur fais tirer leur barre de départ à l'échauffement en compète. Donc jusqu'à un certain niveau, hein, à partir d'un moment, j'essaie de garder le jus pour le plateau. Et quand c'est des filles où le problème, c'est pas vraiment la charge qu'il y a sur la barre, mais la confiance, elles vont souvent tirer. Je les fais tirer sur leur première compète la barre à l'échauffement et après elles me la refont sur le plateau juste pour une question de confiance. Non, mais t'as raison. Je trouve qu'en tant que coach, c'est ton taf aussi de connaître l'objectif. Si t'es sur une débutante ou une départementale, une régionale, tu vois, qui est dans sa première saison, qui a peut-être fait que 2 ou 3 matchs dans sa vie, évidemment que l'objectif de la compète, c'est de faire un bon match, d'être content de soi, voire de faire un petit record à droite ou à gauche, au moins un record de compète, même si c'est pas un record d'entraînement, et de repartir avec l'envie de retourner à l'entraînement et de faire mieux la fois d'après. C'est pas celui d'aller taper un max au snatch et à l'épaule jetée, alors que c'est la première fois qu'elle va dans cette salle, c'est peut-être sa deuxième ou troisième compète. Pour la plupart, elles savent même pas qu'elles doivent donner leur première barre à l'échauffement, enfin à la pesée. Enfin, tu vois, il faut savoir à chaque fois à qui tu t'adresses, quoi. Faut adapter, ouais. Salut tout le monde, pour des raisons techniques, j'ai besoin de découper cet épisode en 2 parties. J'espère que la première vous a plu et je vous invite tout de suite à venir découvrir la deuxième. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.